Il faut savoir que l'attention des gens est quand même limitée. Un mail efficace, c'est un mail qui est clair, qui est aéré, dans lequel l'information est mise en avant de manière évidente. C'est un bon GIF, bien calé, qui met bien en avant le produit, qui crée un univers. Un call to action qui est bien présent, qu'on voit bien, qui est aéré par rapport au texte, pas que tout soit condensé. Donc c'est varier les emails et varier le contenu, c'est toujours important. Salut Thibaut et bienvenue dans le rendez-vous marketing, trop content de t'avoir. Comment vas-tu? Salut Daniel, ça va super bien, merci. Merci de m'avoir. Avec plaisir. Du coup, je pense que pour commencer, ça serait cool que tu puisses te présenter à l'audience et nous parler un peu de toi, sachant que tu es un spécialiste de l'email marketing pour les e-commerçants. Ouais, c'est ça. Écoute, donc voilà, je gère une agence qui s'appelle Emailio. Donc on est spécialisé sur la partie email marketing dans le domaine du e-commerce plus spécifiquement. Aujourd'hui, ça va faire presque 3 ans que je suis sur cette thématique de l'email marketing. À la base, j'ai pas du tout un background là-dedans, donc c'était un peu un nouveau pour moi quand je me suis lancé sur le sujet au début. Mais j'avais vu qu'il y avait un vrai besoin sur le marché français sur cette thématique-là. Qu'à l'époque, le sujet était un peu sous-traité par les e-commerçants de manière générale. On parlait beaucoup d'acquisition, on parlait beaucoup d'influence. Il y avait plein de sujets comme ça qui tournaient. L'email marketing à l'époque, pas tant que ça. Donc ça m'avait interpellé. Je m'étais beaucoup formé là-dessus et j'avais travaillé pour une agence aussi, une agence américaine sur cette thématique pour me former vraiment correctement sur le sujet. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'on accompagne des e-commerçants français, des DNVB françaises sur cette thématique-là spécifiquement. Ok, super clair. Donc c'est vrai que tu as identifié ça il y a 3 ans, donc on se projette, enfin on se revient sur 2020. 2020, c'était un peu l'année de l'acquisition pour les marques D2C parce que ça coûtait pas cher du tout. Donc je suppose que toi, tu as vu comme vraiment une demande en croissance à partir de 2021 et de tout ce qui s'est passé au niveau tracking avec iOS, la RGPD, où les e-commerçants se sont dit, en fait, il faut se baser plus sur notre donnée first party et CRM pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. Si je dois résumer. Ouais, c'était exactement ça. En fait, c'était assez intéressant parce que moi, je me suis initialement, moi, je viens plutôt du milieu financier, donc j'ai vraiment rien à voir avec le milieu du marketing. Donc, je me suis formé à tout ça parce que j'avais lancé une marque e-commerce il y a quelques années. Ok. Et durant cette expérience-là, je m'étais beaucoup formé sur le marketing digital notamment. Et vu que j'ai un background plutôt, enfin, j'ai travaillé sur les marchés un peu plus anglo-saxons, c'était assez naturel pour moi de me former sur des formations anglo-saxonnes sur les sujets marketing. Et je trouvais que aux États-Unis, ils parlaient beaucoup d'email marketing. C'était un sujet qui était déjà très présent en 2020, enfin même avant en 2019, 2018-2019. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas du tout le cas en France. Et je faisais beaucoup de veille à l'époque sur des marques françaises, même des marques très réputées. Et je trouvais leur stratégie d'emailing très basique, voire dans certains cas assez mauvaise sur le sujet. Et ça m'avait beaucoup interpellé. Et c'est vrai que quand j'ai lancé l'agence au début, voilà, c'était encore un sujet qui était un peu sous-traité parce qu'il y avait vraiment un gros rush sur la partie acquisition, comme tu l'as dit. Ouais, l'iOS 15, l'iOS 14, iOS 15, enfin, tous les changements qu'il y a eu sur le marché courant 2021 a complètement changé la donne. Et on a vu vraiment cette industrie évoluer. De plus en plus de prestataires qui commençaient à proposer des services en email marketing. C'est un sujet qui commençait à prendre en fait. Klaviyo est arrivé en fait sur le marché européen aussi à peu près à ce moment-là. Ah, c'est Donc vrai. ils étaient déjà là. En fait, ils étaient déjà là en 2020. Oui. Mais il y avait pas de représentants sur le marché français. C'était encore très très jeune. Euh, En et anglais, donc et donc voilà. Pardon? c'était en anglais. Enfin, je suppose que même au ce niveau-là, il y avait la barrière de la langue. Ouais, c'est ça. Tout était en anglais. Ils n'avaient pas d'équipe française, pas d'équipe dédiée au marché français. Et en fait, ils sont arrivés. Ils ont évidemment commencé à structurer le marché français aussi. Et maintenant, ils ont une équipe. Je sais pas, ils ont plus d'une dizaine de personnes qui traitent juste le marché français spécifiquement. Donc, il y a eu un vrai engouement. Et les 3 dernières années, il y a eu une accélération sur le sujet qui a été fulgurante. Donc, voilà, ça a été assez intéressant de voir l'évolution sur les dernières années. Ouais. Ouais, parce que ce que j'ai vraiment retenu dans ce que tu m'as dit, pardon, c'est que tu as constaté qu'en 2018-2019, c'était déjà un sujet aux USA. Et comme on le sait, les USA, ils ont toujours un temps d'avance. Moi, j'estime souvent entre 3 et 5 ans sur le marché Ouais. français. Donc, tu sais que là, aujourd'hui, tout le monde parle d'email marketing. Tu as 10 000 prestataires maintenant sur LinkedIn qui font des posts sur l'importance de l'email marketing. Et c'est vrai que l'année passée, il y a l'année passée ou encore celle d'avant, mais j'en voyais quelques-uns. Je voyais toi, je voyais un autre. Enfin, je pense que j'en avais 3, 4 en tête. Je vais pas tous les citer parce que c'est peut-être des concurrents, donc c'est pas le but. Mais j'en voyais pas tant que ça, alors que là, je vois que ça, un peu comme ce qui s'est passé
en 2019-2020, avec la création des agences d'acquisition, bah, comme la mienne, où là aujourd'hui c'est saturé, mais à un point où tu te dis, mais aujourd'hui, si je dois Ouais. recommencer, si j'arrive sur le marché et que je me dis j'aimerais bien faire de l'acquisition, je lance pas une agence d'acquisition, c'est trop concurrentiel. Donc bref, c'est juste le petit point là-dessus. Mais pour l'email marketing, un truc que j'aime bien dire, c'est finalement l'email marketing, ça coûte beaucoup moins cher que l'acquisition. Parce que finalement, tu as ton CRM, ça a un coût, c'est vrai. Tu dois peut-être travailler avec un prestataire ou tu l'internalises, mais globalement, en termes de coût, on est d'accord que le retour sur investissement de l'email marketing il est plus important que sur l'acquisition. De plus que tu travailles notamment sur des bases de clients existants. Ouais, si tu veux, le ROI sur l'email marketing, c'est quasiment c'est ce qui se fait de plus fort aujourd'hui en marketing de manière générale. Non seulement parce que les coûts sont très limités, comme tu l'as dit, c'est pas la croissance n'est pas liée à une croissance de coûts. Alors évidemment, les forfaits sur clavier notamment vont évoluer selon la taille de la base, mais c'est anecdotique par rapport à ce que tu vas pouvoir générer en termes de CA derrière. Il y a les coûts de l'accompagnement, effectivement, notamment sur les agences ou sur les prestataires, ou si tu veux internaliser, évidemment, tout ça, ça a des coûts. Mais contrairement à l'acquisition, c'est très limité en fait. Et Oui, l'autre chose qui est vraiment hyper impactante en email, c'est que contrairement sur les réseaux, on ne doit pas payer pour pouvoir, au-delà du forfait encore Clavio, on ne doit pas payer pour avoir un reach de 100% sur la base. Donc aujourd'hui, tu vas sur Instagram, tu as 100 000 abonnés, bah, tu fais un post, ton post n'ira pas sur les 100 000 abonnés. Ce sera sur une partie infime de ta base Instagram. Contrairement à ta base email, et si jamais tu as 100 000 abonnés qui sont évidemment qui sont toujours abonnés, bah, techniquement, quand on envoie un mail, tout le monde peut le recevoir. exactement. Donc l'impact que tu peux avoir est beaucoup plus fort. Tu peux cibler beaucoup plus clairement ce que tu vas dire parce que tu vas faire un mail spécifiquement et donc tu as un message qui est très ciblé avec des call to action qui vont aller aussi très directement vers ce vers quoi tu veux amener l'utilisateur. Donc si tu vas les amener vers une page spécifique, vers un produit, vers plusieurs produits, tu peux donner le choix. Donc il y a un pouvoir de frappe avec l'email que tu retrouves pas en fait sur d'autres canaux d'acquisition et qui rend l'emailing aujourd'hui complètement indispensable dans le domaine du e-commerce, c'est Ouais. certain. Tu sais, moi, j'ai pas commencé forcément dans l'e-commerce, j'ai commencé dans tout ce qui est formation en ligne et services. Et en fait, ce qu'on dit souvent dans la formation en ligne, c'est money is in the list. Parce qu'en fait, on disait souvent, bah voilà, si tu fais la formation en ligne, tu as besoin de développer ta liste. C'était le mot Ouais, d'ordre, développer sa liste. Et en e-commerce, c'est pas exactement le même raisonnement. C'était toujours, bah, il faut mettre du budget dans l'acquisition sur Facebook et sur Google parce que c'est pas cher, parce que c'est du trafic quasiment gratuit. Enfin, on se comprend, tellement c'était pas cher à l'époque. Et maintenant que ça coûte cher et maintenant que c'est difficile parce que c'est concurrentiel, on revient aux fondamentaux et on dit, bah, en fait, maintenant, il faut faire l'email marketing parce que, comme tu dis, c'est très rentable. Tu peux segmenter tes messages, tu peux potentiellement toucher toute ta base. Évidemment, si la base, elle est bien qualifiée, que les gens sont toujours elle est engagés et qu'ils ne reçoivent pas les mails en spam. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on voit toute la puissance du truc et c'est pas trop étonnant qu'aujourd'hui, tu as plein de marques e-commerce qui s'y intéressent. Peut-être une question que je peux te poser, c'est à quel moment c'est intéressant pour une marque de faire l'email marketing? À quel moment c'est intéressant que ce soit en termes de chiffre d'affaires ou de stade de développement, de se dire, OK, maintenant j'investis du temps, du budget dans de l'email marketing. Alors, pour moi, il y a deux niveaux à cette réponse. C'est premièrement, je pense que ça vaut la peine d'avoir quelque chose, même si c'est très basique, même si c'est juste sur les points principaux, sur deux, trois flows, sur deux, trois choses spécifiquement. Avoir quelque chose en place dès le début, c'est toujours une bonne stratégie. Donc, même si tu commences aujourd'hui, t'ouvrir un compte sur Klaviyo ou même sur Mailchimp au début, si tu veux pas mettre, parce que Klaviyo coûte $20 de plus que Mailchimp ou que sais-je au tout début, et que tu veux vraiment cibler tes coûts. Avoir quelque chose de base dès le début, c'est important. Parce que ça va permettre d'amplifier tout ce que tu vas faire. Donc, quand tu vas investir dans l'acquisition, eh bien, tes flows derrière, ils vont permettre de mieux convertir et donc tu vas être plus rentable dans ce que tu vas faire en acquisition. Et donc, ça crée un cercle vertueux qui va après pouvoir t'aider à décoller. Donc, euh, donc, ne pas sous-estimer cette partie-là dès le début. Après, ça ne D'accord. veut pas dire que tout le début, si jamais tu es une toute petite marque, que tu n'as pas de budget, que tu viens de te lancer, etc., effectivement, ne va pas payer 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros dans un accompagnement emailing. Ce serait complètement. Enfin, moi, ça m'arrive de parler avec des marques qui prennent contact parce qu'ils s'intéressent, mais quand ils sont vraiment trop petits, je leur dis non, non, ne mettez pas de budget là-dedans. Ah, Faites-le vous-même. Vous avez des tutos, vous allez sur YouTube, vous trouvez deux trois tutos, vous faites les flows de base, vraiment de base, et vous avancez avec ça. je leur dis Une pareil. fois que voilà, donc ça c'est vraiment l'étape numéro un. Une fois que tu vois qu'en fait, dans ta stratégie d'acquisition, tu commences à avoir du trafic sur ton site régulier,
que tu vois que tu as bien compris en fait maintenant qui est ton audience, comment tu peux la faire venir sur ton site et que tu peux commencer à générer du trafic sur le site, là, ça commence à être intéressant pour pouvoir investir davantage. Et effectivement, ça va dépendre après des volumes que tu vas faire. Euh, j'ai pas de chiffre exact à te dire. Dès que tu fais tant, il faut investir dans ça. Pour moi, c'est plus une question de traction. C'est plus une question de te dire, ok, là maintenant, en termes d'acquisition, on a compris ce qu'on doit faire, on a compris où on veut aller. Maintenant, on va mettre du budget emailing parce qu'on sait que le trafic va arriver et on sait que qu'il va falloir le convertir. Euh, donc, encore une fois, après, c'est y aller étape par étape. Faut pas se brûler les ailes à mettre 40 flots d'un coup et après espérer avoir un ROI sur tout ça et dépenser des fortunes là-dedans. Moi, sur les marques qui font aujourd'hui, tu vois, qui sont à 10, 20, 30 000 euros mensuels de chiffre d'affaires, je leur dis toujours, OK, bah, mettons des choses en place. Oui, parce qu'il faut que vous ayez quelque chose en place. Vous avez validé votre produit, vous avez validé votre audience. Donc, mettons des choses en place, mais ne perdez pas de vue qu'aujourd'hui, votre attention, elle doit être encore sur le fait de vous faire connaître, sur le fait de grandir votre audience. Et donc, le cœur de votre budget doit pas aller là-dessus. Et après, évidemment, une fois qu'une marque a de l'attraction, donc on passe sur des volumes maintenant de trafic où il y a plusieurs milliers de visiteurs tous les mois sur le site, des bases qui commencent à grandir, tout ça. Là, après, on peut commencer à investir effectivement et des marques qui sont en traction, qui ont une bonne traction commerciale, doivent investir aujourd'hui dans l'email marketing d'une manière ou d'une autre, c'est certain. Très clair pour moi. Je voulais dire quelque chose, c'est que du coup, dès le départ, en fait, tu conseilles aux marques d'investir dans le meilleur outil sur le marché, qui est Klaviyo selon toi. Donc là, c'est Klaviyo, l'outil idéal, parce que peu importe que tu fasses un petit ou un gros chiffre d'affaires, tu vas quand même paramétrer dès le départ des flows automatisés qui vont te permettre de générer du chiffre, et a priori plus de chiffres que sur une plateforme qui n'est pas dédiée à ça, comme Mailchimp, qui est peut-être pas l'idéal, et qui te permettra d'avoir plus de traction dans le futur et de commencer à complexifier tes flows et éventuellement d'investir plus de budget dans l'email marketing. Oui, concrètement, même les petites marques, moi je leur conseille toujours de passer sur Klaviyo parce que c'est une base de travail qui après va pouvoir perdurer dans le temps et ça permet d'après d'éviter des chantiers un peu parfois qui peuvent être un peu complexes ou qui peuvent être un peu voilà par la suite avoir une bonne base dès le début c'est toujours mieux. Donc nous, moi je le conseille toujours hein, de commencer sur Klaviyo directement. Après ça arrive que tu aies des marques qui me contactent, qui sont déjà sur Mailchimp, qui ont déjà quelque chose de plugué sur Mailchimp, et ben je leur dis bah ne touchez pas à ça maintenant, c'est pas le moment. Vous êtes encore beaucoup trop jeune, beaucoup trop petit pour pouvoir vous prendre la tête avec ça. Par contre, effectivement, le jour où il va falloir un peu devenir un peu plus sérieux sur le sujet, aller un peu plus loin, là, il faudra passer sur Klaviyo. Nous, personnellement, chez Emelio, on ne travaille pas sur un autre outil que Klaviyo aujourd'hui sur l'e-commerce. Intéressant. Euh, Tout simplement parce que si les marques sont sérieuses et qu'elles veulent faire du bon travail, il faut travailler avec les bons outils. Mailchimp est un outil qui fait du très bon travail sur plein de sujets liés à l'email marketing, mais dans le domaine du e-commerce spécifiquement, c'est juste pas au niveau de Klaviyo. Voilà, nous on est exclusif là-dessus, non pas parce qu'on a un besoin d'être exclusif, mais parce qu'on le souhaite pour des raisons de performance et de cohérence de stratégie, quoi. Ok, j'ai compris. Si on revient un peu sur les stades de développement des marques, donc tu parlais des stades entre 10 et 30K, moi je voulais essayer de poser une question sur la taille de la base. Pour toi, c'est quoi une petite base? C'est combien de personnes? Une base moyenne et une base qui est élevée. Et puis après, j'aimerais bien qu'on puisse traiter un peu le sujet ben, selon qu'on ait une base moyenne ou une base élevée. Donc je suppose qu'évidemment, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on a des bases email qui sont élevées. Ouais. Alors pour moi, une petite base, en gros, c'est en dessous de 10 000 abonnés. C'est des petites bases. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 000 abonnés, concrètement, voilà, les stratégies sont très simples par rapport à ta base. Il y a pas matière à sursegmenter les choses. Il n'y a pas matière à aller trop loin dans ces sujets-là. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer régulièrement et voilà et d'avoir une stratégie quand même, mais ça reste c'est petite échelle, on va dire. Dès lors que tu passes à peu près aux 10 000 abonnés, alors évidemment, c'est pas ça dépend aussi de ton panier moyen, ça dépend de ta récurrence d'achat, il y a d'autres paramètres. Hein. La taille de la base, c'est pas la seule chose qui compte dans les stratégies, mais c'est un indicateur effectivement. Au-delà de 10 000 abonnés, tu commences à voilà à avoir quelque chose qui devient plus conséquent. Euh, et, euh, et j'ai envie de dire peut-être entre 10 et 50. T'es sur une croissance qui est intéressante. Tu peux commencer à complexifier un petit peu les choses. Euh, et dès lors que tu passes au-dessus de 50 000 abonnés,
là, tu commences à être dans quelque chose qui devient sérieux Oui. et qui mérite une attention encore plus particulière. Donc voilà, il y a des paliers. Nous, effectivement, quand on est sur des plus petites bases, on adapte les stratégies aussi par rapport à ça, parce que c'est important d'adapter évidemment Ouais. aussi par rapport à la taille de la base, c'est certain. Ouais, c'est de ça dont je voulais parler. Enfin, moi, pour moi, quelqu'un qui a une base de 50 000 abonnés, c'est que forcément, il fait beaucoup de chiffres à la fin de l'année parce Ouais, que, voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, pour moi, un abonné, c'est pas forcément un client, même si, dans le cas d'un e-commerçant, une grosse partie de nos abonnés sont généralement des clients. Pourquoi? Parce que quand on fait une commande, on dit, veux-tu recevoir également un newsletter, un truc comme ça. Donc, on est automatiquement abonné. Bien sûr, on peut, enfin, je pense que ça, je peux le dire rapidement. Une façon de récolter les emails en e-commerce, c'est de proposer un petit pop-up ou une petite offre, un cadeau, un moins 10%, de façon à récolter l'adresse email du client et après avoir des séquences email. Mais ça, on va en parler peut-être un peu plus en détail. Mais globalement, la majeure ouais. partie des abonnés, pour moi, chez un e-commerçant, c'est déjà des clients, mais ça peut être également des gens qui n'ont pas encore acheté et qui sont venus via un lead magnet. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Ouais, effectivement. Alors après, ça va dépendre de la typologie de la marque, un petit peu des types de produits qu'ils vendent et la capacité à convertir tout de suite. Nous, c'est vrai que le pop-up, c'est un sujet qu'on traite très sérieusement chez Emelio avec les marques qu'on accompagne. On va assez loin dans cette partie-là parce que c'est un sujet qui, je trouve, assez essentiel. Quand tu sais que tu peux convertir pour un certain pourcentage de ton trafic que tu as payé pour faire venir sur ton trafic et que tu peux le convertir dans ta base pour après pouvoir les relancer, les recontacter dans la durée. Je trouve que sachant, connaissant les prix aujourd'hui que les marques payent pour pouvoir faire venir du trafic sur le site, c'est un sujet qui est, je trouve, très important, qui est très souvent sous-valorisé par les marques parce que il y a cette idée comme quoi le pop-up est invasif, que ça va poser problème aux conversions, tout ça. Euh, mais nous, on a fait plein d'A/B tests là-dessus et on voit que un pop-up bien paramétré et qui apporte de la valeur va être bénéfique au global sur la stratégie. Et donc, ce qui fait que nous, les marques qu'on accompagne, ils ont aussi plein d'abonnés qui sont pas forcément toujours des clients tout de suite. D'accord. Euh, donc ça pose des enjeux par la suite aussi, évidemment, de pas embaser des gens et des gens et des gens qui sont au final juste là pour être là et qui vont pas au final passer à l'achat. Évidemment, tu veux pas non plus construire des énormes listes juste d'abonnés. Il faut construire des listes de clients, effectivement. Mais au moins, on se donne plus de temps pour pouvoir les convertir et c'est là où les stratégies plus poussées vont avoir leur intérêt. Mais oui, donc le pop-up, effectivement, c'est un sujet important et ce qui fait qu'on peut avoir des bases qui peuvent être plus ou moins équilibrées entre clients et non clients. Ouais. Voilà. Donc Ouais, ça varie en fait. c'est quoi le ratio que tu vois généralement en moyenne, encore une fois, grosse fourchette, entre clients et non clients dans une base email pour un e-commerçant? Est-ce que tu as une idée ou est-ce que c'est vraiment trop spécifique comme question? Franchement, on voit de tout. On voit de tout. Moi, j'ai vu des bases qui étaient des grosses bases avec 70% de clients et 30% de non-clients. Et là, tu sais que tu as eu affaire enfin, ça se voit que la marque s'est surtout focalisée sur la vente. Ils n'ont pas forcément travaillé sur une croissance de base spécifiquement. Donc là, tu sens que voilà, qu'il y a un potentiel pour aller encore plus loin. Parce que dans l'idéal, en fait, tu as quand même une base où il y a aussi des prospects parce que ça veut dire que tu donnes les moyens d'aller convertir les gens. Donc, j'ai pas vraiment de chiffres particuliers, mais c'est vrai que voilà, si t'as 50-50 ou même que tu as une majorité de gens qui sont. Alors, si tu commences à avoir 80% de tes abonnés qui sont pas clients dans ta base, là, effectivement, c'est un peu un red flag. Et là, pour le coup, c'est un sujet qu'il faudrait prendre à bras le corps et créer Ça, des stratégies autour de ça c'est ça. pour pouvoir aller convertir ses abonnés. Euh, mais si t'as une stratégie, on va dire, assez proactive sur la capture de mail et que tu as une base à peu près à 50-50 clients non clients, je trouve que c'est assez équilibré, ça me paraîtrait pas problématique. C'est ça. C'est vrai qu'on n'a pas parlé forcément au début, mais l'email marketing, on pense beaucoup à tort que c'est que de la rétention, mais non, il y a aussi l'acquisition. Parce qu'on peut avoir des gens qui sont seulement abonnés et qui n'ont pas encore acheté et qui vont acheter. À ce propos, j'avais une remarque sur le podcast, Aurélie, pardon, de Soit Paris, qui m'expliquait, voilà, moi j'ai fait de l'acquisition sur Facebook pour aller chercher des adresses email. Je pense qu'elle avait donné ses coûts, mais c'était vraiment sur du moins de 50 centimes pour avoir un email, et qu'après, derrière, elle convertissait avec une séquence de bienvenue. Bon, ça, pour ceux qui s'intéressent, vous pourrez écouter l'extrait ou le podcast que j'ai fait avec elle. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même des e-commerçants qui ont cette stratégie d'aller chercher des abonnés parce qu'ils savent que ça coûte pas cher et parce qu'ils savent aussi que pour, je sais pas, 100 abonnés, ils vont en convertir peut-être un ou deux ou trois. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve Ouais. aussi, d'avoir cette logique-là.
Ouais, alors ça, moi, si jamais une personne qui nous écoute se décide de faire ça, attention à pas non plus faire ça de manière incontrôlée. Parce que en fait, le danger de construire une base qui est trop fortement sur des gens qui sont en fait là parce qu'ils ont une carotte, parce qu'ils ont eu un magnet, parce que ils ont une petite offre spécifiquement, mais qu'ils n'ont pas en fait amené à la conversion, c'est qu'ensuite après tu as des bases qui deviennent de moins en moins qualitatives Hmm. et après ça peut poser des problèmes par la suite sur la délivrabilité. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai parlé avec une marque qui a des problèmes de délivrabilité et avec qui j'ai discuté. En fait, je me suis rendu compte qu'ils ont des formulaires sur YouTube, sur Facebook, pardon, où en fait, justement, ils embasent les gens via ces formulaires, ils font des connexions et ils font rentrer les gens dans le clavier directement. Euh, et aujourd'hui, ils tombent en spam parce que je leur ai dit, ben oui, mais aujourd'hui, vous avez plus de 40% de votre base qui vient de ces formulaires-là, qui sont pas des gens qui ont converti, c'est des gens qui sont pas là pour acheter tout de suite. Et pourtant, et ils sont là même de manière pas forcément très directe parce qu'ils n'étaient pas sur votre site à la base. Voilà, c'était un petit peu la connexion est un peu floue. Et donc en fait, les gens se désinscrivent massivement de ces emails. Limite, ils cliquent sur le spam parce qu'ils ont pas envie d'être là et qu'ils sont pas contents de recevoir des emails. Donc oui, mettre en place des stratégies pour être un peu plus proactif sur la capture de mail, c'est très bien. Mais attention à pas le faire de manière incontrôlée et toujours tester ce que vous faites. Et si jamais vous faites des stratégies comme ça, toujours bien s'assurer de cleaner votre liste, donc faire le nettoyage de votre liste après pour être sûr que vous n'allez pas garder des abonnés pas qualifiés dans votre base. Ouais, ça, je voulais en parler aussi du nettoyage de la liste. Évidemment, plus on est gros en taille, plus il faut nettoyer régulièrement. Mais je te propose peut-être de passer un peu ce que j'avais en tête au départ, c'est de un peu revenir sur les essentiels pour les marques qui vont, on va dire, faire moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je pense que on sait très bien que quand une marque fait moins d'1 million et quand elle fait plus d'1 million, c'est encore un autre stade. Donc, je vais peut-être discuter de ce type de marque-là pour commencer et de voir avec toi déjà quel type d'email tu envoies, quel type d'email tu conseilles pour ces marques-là. Et également, parce qu'on parle de ça également, quel type de flow, parce que dans le milieu marketing en e-commerce, on différencie les newsletters qu'on va envoyer à des fréquences régulières et les flows qui sont automatisés et qui vont dépendre du fait qu'une personne ait acheté tel ou tel produit, qu'elle ait visité telle page produit et n'a pas acheté, ou qu'elle ait acheté des produits au panier et qu'elle n'a pas acheté. Enfin, je sais qu'on a toujours des flows selon différentes actions qui ont été entreprises sur le site ou directement dans la base. Donc, je veux bien peut-être qu'on parle de ça. Et puis après, on fait un peu le même travail mais pour les plus grosses marques. Ouais. Écoute, pour les plus petites marques, entre guillemets, en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, je pense que la clé, c'est d'avoir des fondations solides sur la partie emailing et de pas chercher à trop complexifier les choses, parce que souvent, je vois des marques qui ont encore une petite taille relative et qui commencent à lancer plein de chantiers, qui lancent des flows, 40 flows avec plein de branches partout et qui commencent à mettre plein de choses en place parce qu'ils ont quelqu'un en place chez eux qui s'occupe de ça et qui donc pense qu'il faut absolument mettre plein de choses en place. Moi, je pense que ce que je conseille avec les marques à cette taille-là à peu près de chiffre d'affaires, c'est d'avoir un peu les essentiels en place et d'être solide dans les fondamentaux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur la partie automation, il y a à peu près, allez, 8 flows. Je pense qu'il faudrait avoir de manière classique pour quasiment toutes les marques. Alors évidemment, petit aparté là-dessus, il faut toujours adapter ça à votre marque et à votre typologie de produit, à la manière de consommer des produits sur le site. Si tu es monoproduit, si tu as plusieurs produits, évidemment, ça va sensiblement pouvoir changer la stratégie. Mais au global, aujourd'hui, il y a quand même des flows qui reviennent quasiment tout le temps. Déjà, le flow de bienvenue à la newsletter, c'est quand même le point d'entrée pour construire une relation avec un abonné. Donc, quelle que soit ta taille, c'est bien d'avoir quelque chose en place et ça construit une relation, donc c'est très important. Et c'est un flow de conversion aussi, faut pas l'oublier. Ça m'arrive de voir des marques qui considèrent que le flow de bienvenue, c'est un flow juste de branding, alors qu'en réalité, c'est un flow qui peut être tout à fait aussi un flow de conversion et qui l'est très souvent d'ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est qui mixe en fait, c'est un flow qui mixe branding et conversion. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est un peu le flow numéro un, j'ai envie de dire. Le flow numéro 2 qui en termes d'importance est tout aussi important, c'est le flow de panier abandonné. Donc une fois qu'une personne met son panier, met un produit dans le panier et va sur le checkout, on l'appelle panier abandonné, en réalité c'est un flow de checkout abandonné. Donc Oui. la personne met son produit dans le panier, va sur le checkout, met ses informations, mais ne finit pas le paiement. Là, effectivement, tu as quelqu'un qui est tout à fait prêt à passer commande, mais qui ne l'a pas fait. Donc les emails sont très importants. Donc ça, c'est un flow important.
Et puis ensuite, après, c'est voir un petit peu les différentes étapes qui vont se passer avant la conversion, donc avant le checkout. Donc on a le flow de add to cart, qu'on appelle. Donc c'est littéralement c'est le flow de panier abandonné. Donc la personne met un produit dans son panier et sort du site et donc ne va pas sur le checkout. Ça c'est un flow qu'on peut mettre en place aussi pour faire une petite relance en disant tiens, on a vu que tu avais mis ton produit dans le panier, mais que t'es pas allé au bout. Eh bien, invitation à revenir sur le site. Euh, on a aussi de manière assez classique un flow de navigation abandonné, c'est-à-dire que la personne qui est déjà en basé vient sur le site, regarde une page produit et s'en va à nouveau. Bah, petite relance aussi par mail. Évidemment, il faut toujours mettre des filtres pour pas que ce soit à chaque fois qu'ils viennent sur le site, dès qu'ils cliquent sur un bouton, ils reçoivent des mails. Ça, c'est pas l'idée. Mais de temps en temps, avoir un petit mail de rappel. Tiens, on a vu que tu es passé sur notre site. Et voilà, petite relance là-dessus. C'est important, Donc cela. entre le flow de bienvenue, ouais, ça c'est un peu les quatre flots de conversion importants à avoir pour pouvoir maximiser les conversions sur le site. D'accord. Euh, donc ça c'est la phase, on va dire pré-conversion. Ensuite, tu as la phase post-achat. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que la personne a passé commande? Donc là, généralement, on met un flow littéralement de post-achat qui va être activé tout de suite après la commande. Et souvent, c'est un flow qui va être un flow plutôt de construction de relations avec le client. Donc, évidemment, un flow de remerciements, pousser pourquoi pas les réseaux sociaux pour que la personne participe à la communauté sur les réseaux. Si jamais tu as un produit qui demande un peu de pédagogie, bah, pousser un petit peu de pédagogie aussi autour du produit pour pouvoir onboarder le client de la meilleure manière possible. Apporter de la valeur via ce flow, c'est toujours important. C'est possible que sur ce flow, si jamais tu as du cross-sell très évident par rapport à un produit, tu peux aussi glisser des petits cross-sell dans ce flow-là pour pouvoir aller chercher de la valeur. Parce que c'est, encore une fois, c'est logique. La personne vient de passer de commande sur ce produit. On a d'autres produits qui sont en lien et qui peuvent apporter de la valeur aussi. Donc, du moment que ça va dans la continuité de l'expérience de l'utilisateur, ça peut avoir sa place aussi dans ce flow-là. Voilà. Donc là, c'est un flow de post-achat qui est dédié. Et puis ensuite, on a les flows plutôt de rétention. Donc, un flow de réachat. Donc, encore une fois, ça va dépendre de tes produits. Mais si tu as un produit qui se consomme, avoir un petit flow de réachat à la fin, une fois que le produit a été consommé, ben, c'est tout à fait logique et normal d'avoir une petite séquence de relance. Euh, on a un flow ensuite de réengagement de clients inactifs, donc ce qu'on appelle un win-back. Donc c'est quand quelqu'un a passé commande, n'est pas revenu sur ton site depuis plusieurs mois. Souvent un win-back, on est à peu près à 6 mois, on va dire la relance à 6 mois. Donc là, c'est un peu un flow de relance pour aller rechercher les gens. Voilà, je pense que en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires, déjà, si tu as là il y en avait quoi? Il y en avait à peu près 7, je crois. Oui. C'est déjà très solide. Euh, voilà, donc tu as plein de marques aujourd'hui qui font plus qu'un million et qui n'ont même pas ça. Tout à fait. Donc c'est J'ai failli dire ça. J'ai failli dire ça, c'est que je connais des marques qui font plus que ça et qui n'ont pas ces flots-là. Ou alors, voilà, ça c'est encore un autre sujet qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, c'est que ces flots-là sont pas très bien optimisés, les mails sont moyens, il y a 3 lignes dans le mail, t'as pas trop envie de revenir. Ça c'est encore un autre sujet, c'est bon, ok, il y a le flow, mais après il y a ce qu'il y a derrière, donc le copywriting, et je compte bien en parler après. ouais, Bon. Moi, ce que j'aime bien, ce que tu as raconté ici, c'est que tu as finalement des flows, on va dire top of the funnel, donc bienvenue, newsletter, des flows middle of the funnel, c'est-à-dire flow de checkout, de panier abandonné, et des flows de bottom of the funnel. Enfin, je pourrais mettre également les checkout, pardon, bottom of the funnel, mais également, bah, évidemment, tous ceux que tu as cités sur les clients existants. Donc, vraiment intéressant. Vraiment intéressant, mm, et je ne sais plus ce que je veux dire là-dessus encore. Euh, mais non, je pense que c'est tout là-dessus. Attends, je regarde si j'ai d'autres ouais. questions. Bah, après il y a d'autres choses hein, sur les marques en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Bah, comme on l'a mentionné tout à l'heure, avoir un pop-up optimisé, c'est pertinent, même en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires. Je pense que c'est Ouais, pertinent dès le début même, parce que dès le début, on peut capter du mail et construire la base. Et donc, dès le début, c'est un best practice à mettre en place. bien sûr. Donc, moi, je conseille souvent dès le début d'avoir des bons pop-up. Et nous, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait de l'A/B test. Donc, on va créer plusieurs versions, on va A/B tester, on va voir un petit peu les différences. Qu'est-ce qui convertit le mieux, comprendre un petit peu ce qui convertit le mieux, puis après, on optimise et voilà, et on crée des pop-up très performants. Euh, Ça, c'est important. Même en dessous d'un million d'euros de chiffre d'affaires, on commence déjà à intégrer de la prise de data sur l'expérience, enfin sur le client.
parce que je pense que un des objectifs des plus petites marques, entre guillemets, c'est de connaître leurs clients. Donc nous, ce qu'on conseille de faire, c'est dès le début, commencer à mettre des petits points de conversation avec les clients. Donc en post-achat, par exemple, mettre un petit mail en disant, tiens, on souhaiterait apprendre à mieux vous connaître. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à passer commande chez nous et quelles sont les problématiques que vous voulez résoudre. Enfin voilà, il y a toujours, et encore une fois, ça va s'adapter un petit peu à la marque spécifiquement, mais collecter de la data assez rapidement dans le développement de la marque, ça va vous donner après, enfin ça va donner aux marques après des meilleurs outils pour pouvoir construire les stratégies dans la durée. Donc en Oui. gros, si jamais tu collectes n'importe quoi, tu as un produit qui peut avoir trois audiences différentes, tu mets en post-achat, dites-nous, aidez-nous à mieux vous connaître, quel profil qui vous correspond le mieux, et tu vois en fait après 6 mois que tu as mis ça en place, que 80% des gens ils achètent le produit par rapport à telle problématique. Bah évidemment c'est un indicateur pour toi qui est très important, Ouais, et que tu n'aurais pas forcément si jamais tu n'avais pas posé la question. je Parce suis que d'accord. bah, les gens ils achètent, tu sais pas trop pourquoi ils ont acheté, mais ils ont acheté donc tu es content. Mais quand tu commences à avoir du scale, là cette conversation elle commence à être importante. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en effet, sur le checkout, c'est ça que j'allais dire, tu récupères certaines informations. Tu récoltes généralement l'adresse, le numéro de téléphone, bon, ça c'est pas important, pardon, le genre, l'âge de la personne, mais tu sais pas pourquoi elle achète. C'est qu'à la fin, c'est bien de dire, il y a une marque que j'aime bien, qui est aussi passée sur le podcast, s'appelle Anatae, j'ai fait une commande sur son site récemment, parce qu'elle me dit, c'est où est-ce que Mmh. tu m'as découvert. Ça, c'est déjà bien de le dire, mais après, il faut peut-être aller peut-être Ouais, encore plus loin, comme tu dis, et qu'est-ce qui décrit mieux votre profil, ou c'est quoi vos objectifs, ou enfin, peu importe les deux, trois questions qui te permettent de mieux qualifier ta base, c'est important de pouvoir les poser à ce moment-là, parce que moi, franchement, j'ai répondu assez facilement. J'ai voulu justement aller voir tout à l'heure le statut de ma commande. Bah, j'ai retapé le lien, ou je sais plus quoi, j'ai retapé un lien. Non, j'ai cliqué sur un bouton dans un mail qui me renvoyait vers ce même endroit où j'ai répondu au questionnaire. Je trouvais ça intéressant parce que je revoyais mes réponses. Donc, je trouve qu'il y a des trucs qui sont parfois très intelligents à faire et que tu peux faire assez facilement ouais, sur ton Shopify ou d'autres CMS. ouais. Donc, très bon point. En fait, Ouais. ouais, le Klaviyo, pardon. Et le point que je voulais rajouter, c'est au niveau du type de newsletter, qu'est-ce que tu conseilles également là sur plutôt des choses qui sont moins récurrentes, mais qui sont plus ponctuelles. Tu sais, il y a toujours les newsletters un peu annonces, nouveautés, mais après, tu peux en avoir d'autres où tu vas proposer du contenu. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus pour, encore une fois, nos marques qui font moins de 100 000 euros par mois, par Ouais. million? Alors pour les marques qui font moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce que je conseille de manière générale, c'est bah, de communiquer. Enfin après, quand tu es tout petit et que tu as de 1000 abonnés, évidemment, tu vas pas faire 3 mails par semaine, hein, ça c'est une certitude. Donc faut raisonner les choses, mais une fois que tu commences à avoir de l'attraction, communiquer régulièrement, c'est très important. Donc au minimum, nous ce qu'on préconise, c'est minimum une fois par semaine. Faire une petite newsletter une fois par semaine, c'est un peu le minimum pour pouvoir rester top of mind par rapport aux clients et aux abonnés. Euh, Ce qu'on conseille, c'est d'avoir une approche qui soit assez simple, c'est-à-dire pas chercher à faire des grosses stratégies trop complexes, partir trop loin dans les stratégies. C'est avoir des templates qui soient efficaces, avoir un objet, enfin un objectif avec ton mail qui soit très clairement identifié, pas mettre 40 choses dans ton mail parce que tu dis tiens je vais faire un dump de tout ce qui se passe dans ma tête là maintenant et je vais tout mettre dans le mail et puis on va espérer que ça clique. C'est pas mal, ça peut être ok de faire des formats avec plusieurs choses dans un mail, type un format fin de mois, on vous débrief, il y a plusieurs sujets, etc. Ça, c'est un format qui peut être ok, mais dans 95% des cas, nous, ce qu'on préconise, c'est un mail, un objectif, et on reste focus sur ce sujet-là. C'est ça. Et voilà, donc comme ça, tu as une communication qui est efficace, qui est impactante. Communiquer entre 1 à 2 fois par semaine, voilà, 2 fois max, je pense, sur des marques en dessous d'1 million, ce sera largement suffisant. Et après, évidemment, avoir un mix entre du push produit et push commercial et du push de marque. Parce qu'évidemment, il faut travailler ta marque aussi auprès des abonnés. Et il faut Oui. pas, si tu commences à faire que du mail, que de promo ci, que de promo là, à un moment donné, les abonnés, ils vont décrocher, ils vont perdre la connexion avec la marque. Donc, nous, ce qu'on conseille toujours dans ces cas-là, c'est d'avoir un bon mix pédagogie, voilà, mettre en avant la marque et pousser du produit pour évidemment aussi de convertir aussi. Donc voilà, un bon mix de ce point de vue-là, des templates qui sont efficaces, communiquer régulièrement, et déjà il y a une très bonne base à ce moment-là si tu arrives à faire ça, quoi.
Très clair pour moi. Deux questions là qui me viennent en tête. Quand tu parles de très bon mix, c'est dans le mail en lui-même ou alors c'est plutôt avoir, je sais pas, un mail produit, un mail marque ou deux mails produits, un mail marque. Enfin, peut-être ça pourrait être intéressant là-dessus. Et après, j'en ai encore une autre, mais je te Mm. poserai. Bah, c'est un peu les deux. Mais c'est-à-dire que nous, dans les calendriers qu'on va construire sur des marques comme ça, on va mettre en place, bah tiens, le mardi, on va pousser tel produit, le samedi ou le dimanche, on va pousser tel sujet. Voilà. Donc D'accord, ok. on va alterner. Après, ça arrive sur des marques où on fait les deux, c'est-à-dire qu'on va faire des mails juste pédagogiques ou juste produits et des emails où on va faire les deux. On va mettre les deux l'un dans l'autre parce que parfois on a du contenu qui va venir compléter le produit. Donc ça, c'est le best case scénario, c'est tu as un produit qui est lié à une thématique et en dessous, tu peux mettre du contenu qui est sur cette thématique-là. Ce qui fait que l'expérience que la personne a sur ton mail, elle est fluide parce qu'elle voit le produit, elle voit le contenu et donc il y a une cohérence. Moi, j'aime bien ça. Euh, J'aime bien ça. voilà, ça c'est le best case. J'ai un client qui fait ça, qui est aussi passé sur le podcast, NutriPure. C'est que eux, ils ont un peu leur pure news du samedi. Ou je sais qu'ils l'envoient le samedi. Et en fait, la pure news va dépendre un peu de la saisonnalité. Donc là, actuellement, on est dans un peu la saisonnalité où il fait froid. Il faut plutôt faire attention à son immunité. Ben, la semaine dernière, je pense, ou la semaine, il y a 2 semaines, ils ont fait une pure news sur l'immunité où ils donnaient des conseils à la fois sur l'immunité, donc des articles, des conseils vraiment pratiques que tu as dans le mail. Et à la fin, bien sûr, ils poussaient quelques produits bah, qui sont des indispensables dans cette période plutôt hivernale. Donc ça, je trouve ça intelligent. Et il y a toujours moyen de trouver des thématiques bah, dans ce fameux mail thématique du samedi ou du vendredi, peu importe quand on le met, mais que l'on sait qu'on va recevoir toutes les semaines. Et après, derrière, comme tu dis, il y a toujours de la place, peut-être en milieu de semaine ou à un autre moment, de pousser un produit, pousser une nouveauté, pousser une actualité euh, qui peut être intéressante. Exactement. Ok, top. Non, en fait, j'avais une autre question sur les flows. C'était sur les flows de relance d'abandon de panier ou enfin, de check-out, comme tu disais. On sait que c'est un des flows les plus importants et je voulais te poser une question là-dessus. C'est quels sont tes conseils, tes recommandations pour bien optimiser ce flow-là? C'est-à-dire à la fois en termes de peut-être de copywriting, donc qu'est-ce qu'il faut dire et de combien de mails il faut avoir. Parce que c'est vrai qu'à quel moment tu abandonnes en quelque sorte le prospect qui n'a pas acheté. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, A/B tester pour pouvoir avoir vraiment les réponses, parce que nous, on peut avoir des idées préconçues sur ce qui va marcher ou pas, mais en fait, après, c'est la data qui nous dit. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est quand on commence sur un compte, on va commencer souvent avec au moins 4 mails sur un panier, sur un flot de panier abandonné, parce que il faut pouvoir relancer la personne sur plusieurs jours, avec une pression peut-être un peu plus forte au début. Donc envoyer un mail assez rapidement une fois que la personne a abandonné le checkout. Euh, Combien de temps ouais, après, plus ou moins, si je peux me permettre, genre 1 heure après, 2 heures, 3 heures, 4 heures? ouais, ça varie entre nous. Ce qu'on fait souvent, c'est entre 30 minutes et au max 4 heures. D'accord, ouais, donc 30 c'est minutes et 4 heures à peu près. ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est que juste après que l'expérience, enfin que la personne elle est limite encore à côté de son ordi ou elle est encore dans l'action, qu'elle puisse recevoir une relance. 4 heures, c'est déjà long. Donc 30 minutes, c'est plutôt la base. 30 minutes ou 1 heure, c'est plutôt le standard. Sur des marques enfin qui veulent être plus agressives, ça peut même se faire sous 10 minutes, 10-15 minutes. Donc c'est des marques qui veulent absolument convertir tout de suite et donc j'ai vu plusieurs fois des marques qui faisaient ça très rapidement après. Mais nous, nous, les best practices, c'est 30 minutes ou 1 heure après le premier abandon. Et puis après, tu espaces évidemment les relances de telle sorte que ce soit pas non plus du spam et que aussi tu donnes enfin, l'opportunité à la personne de, bah, peut-être que c'est juste pas le bon moment pour elle de convertir tout de suite, peut-être qu'elle a besoin d'un jour ou deux de plus. Donc en fait, nous après, on espace de 1 ou 2 jours pour les relances, ce qui fait qu'en fait, la séquence, elle va durer en tout et pour tout, elle va durer à peu près 5-6 jours, quoi. D'accord. Et, Donc et ça, voilà. Et donc ça c'est l'étape numéro 1, on va dire, par rapport à ça, pour pouvoir avoir déjà quelque chose de sérieux. Ensuite, évidemment, ce qu'il faut faire, le best practice là-dessus, c'est de faire de la B-test sur les objets de tes emails, parce que enfin, l'objectif numéro 1, c'est que tes emails, les gens les ouvrent. Et donc, à faire de la B-test sur les objets, c'est toujours important. Euh, et d'ab-tester aussi les délais. Tu vois, là, on a parlé de 30 minutes, 1 heure. Bah, potentiellement, on peut voir qu'il y a il y a des marques qui convertissent mieux après 1 heure versus 30 minutes. Ou pour la relance du jour après, peut-être le faire plus un jour, plus 2 jours. Euh, Ça va aussi dépendre de ton panier moyen, ça dépend de pas mal de choses. Mais c'est toujours intéressant de faire de l'A/B test pour pouvoir voir en fait ce qui fonctionne concrètement. Donc ça, c'est une manière assez smart de pouvoir pousser la performance.
D'accord, ok. Et dans les mails, qu'est-ce que tu dis? Enfin, dans le premier, c'est toujours un peu oups, vous nous avez, enfin, vous nous avez oublié un truc comme ça. Et après, on remonte les produits, on remonte peut-être des témoignages, des éléments de réassurance. Mais dans les mails suivants, tu dis quoi? C'est toujours un peu moins évident. Il y en a qui disent un peu la même chose, d'autres qui changent d'argument. Qu'est-ce que tu conseilles là-dessus? Ouais. En quelques mots. Alors, premièrement, moi, ce que je conseille, c'est toujours s'assurer que les produits remontent très rapidement dans le mail. Ça m'est arrivé de voir des paniers abandonnés où il faut scroller avant de voir un call to action. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, nous, ce qu'on conseille absolument, c'est avoir le produit qui remonte très très haut dans le mail avec un call to action très clair. Euh, Ce qu'on conseille aussi, c'est que sur les premiers mails, il faut pas mettre 40 choses. Donc, premier mail pour nous, c'est clairement, on met que le produit. Vous avez oublié votre panier. On met le produit en avant, call to action pour finaliser la commande. Donc vraiment un mail qui est très simple. Les mails suivants, on peut tout à fait varier un petit peu la communication. Donc par exemple, sur un exemple, nous souvent ce qu'on fait en mail 2, c'est on va proposer on va mettre en avant les contacts de la marque en disant si vous avez des questions, s'il y a quelque chose qui vous bloque aujourd'hui pour passer à l'achat, n'hésitez pas à nous contacter. Donc ça, c'est par exemple, c'est une manière de pouvoir adresser le sujet aussi frontalement en disant peut-être que vous avez un problème, on est là pour vous aider, montrer qu'il y a aussi une marque et des gens qui sont derrière. Ça, c'est toujours utile. Ensuite, sur les mails suivants, ce qu'on va pousser, c'est plus de la réassurance, donc des témoignages clients. Pourquoi pas mettre des petits encadrés spécifiques si jamais tu fais des flows spécifiques à un produit. Pourquoi pas avoir de la réassurance sur le produit spécifiquement, avec mise en valeur un petit peu du produit. Voilà, essayer de répondre un petit peu aux interrogations que les gens pourraient avoir. Euh, et voilà, donc après, c'est vraiment du cas par cas, ça va dépendre des marques, ça va dépendre de la problématique. Mais entre le fait de montrer que toi tu es présent, que tu es là pour les aider et faire de la réassurance, déjà, il y a déjà pas mal de choses à faire. Euh, Pardon. sur certaines marques, on a aussi des stratégies qu'on peut pousser parce qu'on fait du code promo souvent pour un flow de bienvenue, par exemple. On pousse à un 10%, c'est assez standard sur le e-commerce. Ce qu'on peut faire aussi en panier abandonné, c'est pour les non-clients spécifiquement. Donc là, on fait une branche non-client. Pousser un petit code de bienvenue aussi à partir du troisième mail en disant bah tiens, on a vu que vous avez jamais encore passé commande chez nous. Voilà, on a une offre de bienvenue et on pousse le code promo aussi sur le panier abandonné. J'avoue que le code promo sur le panier abandonné, sur le premier mail, franchement, je trouve que ça le fait pas. Je trouve vraiment, en tant que client, tu te dis, Ouais. j'abandonne mon panier, 30 minutes plus tard, on me donne un code promo. Après, c'était pas encore une fois du positionnement de la marque, mais voilà, je pense que même si c'est une marque avec un positionnement moins premium et tu as des produits qui sont moins chers, abaisser encore ton prix, je trouve ça un peu dommage, quoi. Donc, surtout la première relance. Sur la troisième, quatrième, je peux comprendre si tu veux vraiment faire la vente, mais première relance, c'est un peu bizarre. Nous, on le fait, quand on le fait, c'est vraiment que pour les non-clients. Et on le fait à partir de la troisième relance Je trouve, minimum. je trouve vraiment Donc, que c'est mieux parce qu'en fait, il y a vraiment des gens pour qui l'argument, le problème, c'est le prix. Tu, bien même sûr, si un prix coûte bah oui. 50 euros, c'est le prix et c'est normal. Tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat, donc ça peut se comprendre. Mm. La livraison, c'est un sujet qui arrive en fin de cycle, Ouais, c'est vrai. en fin d'expérience, qui peut surprendre et qui peut freiner la personne. Totalement. L'autre chose aussi, c'est que nous, on voit les choses de manière comment dire, faire sur le sujet, où en fait, on propose un code promo de 10% pour le flow de bienvenue. Du coup, si toi, t'es pas encore client et que t'as pas utilisé le code promo, bah, il y a aussi une forme d'honnêteté de dire, bah, tiens, sur le pop-up, on propose 10%. Toi, d'une certaine manière ou d'une autre, tu l'as pas vu, tu l'as peut-être raté. Mais oui, Sache qu'en fait, voilà, un petit rappel de ça. Donc, comment tout le monde est sur au même niveau je suis d'accord. et les gens se sentent pas trichés aussi par rapport à ces stratégies de code promo qui peut parfois frustrer certaines personnes, quoi. Totalement d'accord. Non, il y en a qui aiment pas ça et donc je suis totalement d'accord avec toi. Ok, c'est hyper clair. Merci pour la petite masterclass sur les e-commerçants qui font moins d'un million. Et du coup, si on passe sur ceux qui font justement plus d'un million, je vais peut-être pas poser exactement les mêmes questions, mais si on reprend peut-être les flows automatisés, est-ce qu'ils sont différents, s'ils sont plus complexes, qu'il y en a d'autres encore que tu n'as pas cités. Voilà, je te laisse enchaîner là-dessus. Ouais. Alors, sur les flots automatisés, par rapport aux marques qui font plus d'un million d'euros, alors, les flots que je t'ai cités vont rester, clairement. Celui que j'ajouterai de manière assez claire, c'est un flow de ce qu'on appelle un sunset flow, un flow en fait, de nettoyage de liste. Donc, Hmm, c'est un flow qui va aller capter les abonnés qui, eux, ne sont pas actifs depuis un certain temps et qui vont faire des relances un peu de la dernière chance. Souvent, c'est des relances, c'est même pas des relances en mode on va essayer de vous convertir, c'est plutôt en mode
ok, bah là, sachez qu'on va vous désabonner dans quelques temps. Si vous voulez rester en contact, n'hésitez pas à nous le faire savoir, etc. Donc c'est plutôt des flows de la dernière chance, on va dire, pour garder les gens dans la base. Donc ça, quand tu commences à être à un certain niveau de chiffre d'affaires, c'est important de faire le nettoyage de la base de manière régulière. Et donc, ça doit être intégré dans la stratégie de l'automatisation. Donc ça, c'est un flow à ajouter. Ce qu'on peut ajouter en plus aussi, c'est plutôt des flows qui vont aller un peu plus loin dans la relation, dans la construction de la relation. Donc par exemple, je te parle de flow de programme de fidélité. Imaginons, tu as un client qui est repassé commande plusieurs fois sur ton site. Comment est-ce que tu peux rewarder cette personne-là? Comment est-ce que tu peux la garder dans l'écosystème de la marque? Et donc là, tu peux mettre en place des programmes de fidélisation via Klaviyo directement ou via des applications tierces qui sont spécialisées là-dessus et qui vont s'intégrer dans Klaviyo pour pouvoir contacter ces personnes-là au bon moment et les rewarder sur les achats qui ont été faits. Oui, c'est Euh, important parce que, enfin, je te coupe rapidement, mais c'est que sur les programmes de fidélité, parfois on ne sait même pas qu'on a des points. Et donc c'est bien parfois de rappeler par email via Klaviyo ou directement le système du programme qu'il reste des points, qu'avec ces points on peut les convertir, que là on a déjà débloqué 10 euros, puis 20 euros, puis 30 euros. Et ça, je pense que c'est des mails qui, s'ils peuvent être paramétrés, il faut le faire. Parce qu'on a tendance à l'oublier. Exactement. Et donc là, quand tu fais plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, ça devient vraiment très pertinent de le faire. Et alors après, toutes les marques ne vont pas forcément faire des programmes spécifiquement, mais tu peux avoir voilà, des petits rewards pour tes clients récurrents, c'est toujours intéressant. Euh, donc ça, c'est des choses que tu peux ajouter en plus. Le parrainage, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est un sujet qui peut être Oui. même intégré dès le début. Le parrainage, selon ton produit, ça peut aussi être pertinent pour les plus petites marques. Mais en tout cas, à partir d'un million d'euros, je pense que ça doit être aussi inclus dans la stratégie. Euh, et après, c'est une question d'aller juste plus loin, en fait, chaque flow, de mettre plus de précision dans chaque flow. Donc, je te donne un exemple. Tu as un panier abandonné. Enfin, le panier abandonné, on en a déjà parlé par rapport au code promo. Mais sur les autres flows, et même le flow de panier abandonné, quand tu écris un mail à un client ou à un non-client, effectivement, la manière dont tu vas écrire le mail doit être un peu plus personnalisée. Donc nous, ce qu'on fait souvent dans les marques qui ont plus de volume, c'est de splitter en fait tous nos flows clients versus non-clients pour pouvoir à la fois adapter le message qu'on va aller pousser. Donc plutôt que de dire ah, on a vu que vous avez oublié votre produit dans le panier, ce sera ah, bonjour, merci d'être revenu sur notre site. Euh, on a vu que vous avez oublié machin. Et cette petite note personnalisée où voilà, on parle on accepte le fait, enfin, on présente à la personne le fait que voilà, on a vu que vous étiez déjà là et que vous êtes de retour. Ça apporte de la valeur et ça peut renforcer le sentiment de la personne de passer commande. Donc, déjà, sur les flows comme ça, on va chercher plus de précision via de la segmentation en fait dans les flows. Euh, on parlait tout à l'heure de zéro party data. Je pense que ce qui est pas mal aussi, c'est d'aller plus loin dans la recherche de data qu'on va pouvoir aller prendre des utilisateurs. Donc tout à l'heure, on a parlé du fait de mettre un petit questionnaire après la première commande. Mais là, par exemple, on peut aller plus loin et pourquoi pas mettre un petit questionnaire à la fin du flot de panier abandonné, parce que les gens n'ont pas passé commande. In fine, ils ont abandonné, ils sont pas allés au bout de l'achat. Et ce serait toujours intéressant de comprendre pourquoi ils l'ont pas fait. Et donc, pourquoi pas mettre plus d'intention dans la recherche de data sur le parcours client. Ça paraît pertinent aussi. Donc, en fait, on peut aller plus loin dans les choses qui ont été faites déjà, aller plus D'accord. loin pour chercher plus de précision à tous ces niveaux-là, quoi. Euh, voilà. L'autre chose que j'ajouterais, c'est aussi, on parle beaucoup de mail, mais les autres moyens de communication liés au mail, on peut parler de SMS. Maintenant, on commence à parler de WhatsApp aussi de plus en plus. Ça, c'est des stratégies qui, dès lors que tu passes le million d'euros de chiffre d'affaires et que tu commences à avoir plus de volume, ça peut être intéressant de commencer à intégrer ces nouveaux outils. Enfin, ces outils, c'est pas si nouveau que ça, hein, le SMS, mais en tout cas, en marketing, c'est plus récent de commencer à l'intégrer dans le mix de l'emailing aussi, pour que plutôt que tu mettes tous tes œufs dans le panier email, panier abandonné, on va les récupérer avec des emails, pourquoi pas mettre un petit SMS aussi dans le mix pour varier un petit peu la communication et t'assurer que tu es sûr que la personne au moins aura vu le message, quoi. Et ça, Klaviyo le propose, là, sur le coup, je dis peut-être une bêtise, mais est-ce que Klaviyo te propose de faire ça? Non, c'est pas une bêtise. Klaviyo le propose sur le marché américain aujourd'hui, Ah, ok. le marché UK, et ils vont lancer le marché français en 2024.
Ok, Donc on n'a pas encore de date exacte, etc. C'est sur la roadmap pour eux depuis très longtemps. ok, Je crois fin Q1 2024, début Q2 2024, on aura le CMS. Aujourd'hui, on passe donc pas par Klaviyo avec les marques françaises. On passe par une autre application qui s'appelle SMS Bump, qui est connectée avec Shopify et qui permet de pouvoir faire ces stratégies tout aussi bien, quoi. ok, super clair. Ce serait quand même dingue si les deux étaient connectés. Ok, c'est très Mm. clair. Et niveau segmentation, surtout t'as des fameux newsletters, c'est des choses que tu envoies plus de manière ponctuelle. Est-ce que tu fais des segmentations plus spécifiques quand tu fais des plus gros chiffres d'affaires? Peut-être que tu peux avoir une segmentation selon le genre ou selon le type de produit acheté, selon le nombre de produits achetés, selon le fait qu'ils ouvrent beaucoup les mails ou qu'ils les ouvrent pas beaucoup. Comment est-ce que tu fais Ouais. ça généralement pour tes clients qui font plus d'1 million de chiffre d'affaires par an? Ouais, bah en fait c'est bah, tout ce que tu viens de dire, c'est ça. C'est on va chercher en fait différents types de profils par rapport à l'historique d'achat, par rapport à l'engagement de la personne. Ça c'est les deux créneaux, on va dire, qui vont être ciblés particulièrement. Donc est-ce que la personne a ouvert un mail dans les 2 derniers mois? Est-ce que la personne a passé une commande ou pas? Est-ce que la personne a passé commande mais n'est pas revenue depuis un certain temps? Là on parle de clients potentiellement churn et donc ça peut être intéressant d'aller les rechercher aussi. Et donc, en fait, quand tu es à plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, nous, ce qu'on va faire généralement, c'est qu'on va regarder un calendrier éditorial pour les campagnes du mois suivant, en se disant quelle cible est-ce qu'on peut aller chercher ce mois-ci. Donc, évidemment, 70 à 80% des emails vont aller chercher des cibles assez larges pour pouvoir quand même avoir de la valeur et cibler ta base de manière générale. Mais une partie aussi de ta communication va être plutôt dédiée à des ciblages plutôt spécifiques. Donc, par exemple, comme tu l'as dit, les désengagés, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour les réengager? Les clients VIP, pourquoi pas, si jamais il y a une communication spécifique pour eux. Ça peut Oui, être aussi basé sur la géolocalisation. Si jamais tu as un événement, imaginons, tu as un événement sur Lyon, ben, on va pouvoir chercher tous les gens qui sont autour de Lyon et qui vont pouvoir potentiellement venir à l'événement. Donc voilà, on peut commencer à être beaucoup plus précis dans le ciblage des oui. communications. Parce qu'en effet, si tu as une base avec 5000 abonnés, bon, tu auras peut-être 15 abonnés dans le segment ou 150, alors que là, tu en auras plusieurs centaines, voire peut-être un millier. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que dans un segment très ciblé d'1 million de personnes, il ne faut pas le négliger, c'est beaucoup. Donc, écoute, Exactement. c'est clair pour moi et je vais te demander une autre question pour terminer là-dessus. Donc, on a parlé de certains enjeux en email marketing quand tu es une marque qui fait plus d'1 million. Tu as parlé de cleaner, de nettoyer la base mail. On a parlé de segmentation. Est-ce que tu vois d'autres enjeux importants pour ces marques-là en email marketing? Là, ce qui me vient en tête, c'est les tests A/B, bien évidemment, mais si tu as d'autres trucs que tu as en tête, ça serait cool. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ok. En fait, la B-test, je pense que c'est l'autre point qu'il faut amplifier une fois que tu commences à faire plus de volume, et le processiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux faire peut-être un A/B test ou deux de temps en temps. Quand tu es une marque qui fait beaucoup de volume, il faut que l'A/B test soit vraiment partie prenante de tes process. Donc, quand tu fais des campagnes, bah, il faut tester des hypothèses. Donc, il faut toujours, évidemment, il faut que l'A/B test faut qu'il y ait une résultante sur le test. C'est pas juste l'idée, c'est juste faire de la B-test pour faire de la B-test. Il faut traquer ce que tu fais et pouvoir faire des conclusions. Donc, par exemple, ça veut dire, tiens, ce mois-ci, on va A/B tester comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter les taux de clics sur les emails. Et donc, on va changer le format de nos emails un petit peu pour pouvoir potentiellement aller chercher plus de clics. Donc, ça, c'est le genre de test qu'on pourrait faire. Oui, il ne faut pas en faire 10 en même Tiens, temps. il faut pas en faire 10 en même temps. Effectivement, sinon tu perdrais complètement la valeur des tests. Donc, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, ce mois-ci, on va tester ça, ça et ça. Et à partir de là, on met en place des A/B tests. Et ça, sur des marques qui ont plus de volume, c'est quelque chose qu'il faut faire de manière beaucoup plus régulière que quand tu as, voilà, quand tu 5, 10 000 abonnés, où clairement, c'est pas forcément l'enjeu numéro un, quoi. Ok, d'accord, c'est compris. Un autre A/B test qui est fréquent, c'est tester l'objet de l'email. Et comme tu dis, tu peux le faire dans les flows, tu peux le faire dans les newsletters, ou tu peux le faire dans notre type d'email. Ouais, dans les flows de manière générale, quand tu fais ce genre de volume de CA, voilà, de passage entre guillemets d'abonnés, c'est important d'avoir de l'A/B test sur tous les flows principaux. Donc tous tes flows de panier abandonné, d'emails de bienvenue, que tu testes en fait, que tu ailles chercher de la performance via des tests. Alors après, à un moment donné, tu auras fait suffisamment de tests pour pouvoir te dire ok, on en reste là pour le moment.
Mais après, tu peux aussi faire de l'A/B test qui est contextuel, c'est-à-dire tu peux te dire, tiens, là on est en plein été, peut-être que sur notre thématique, ça peut être intéressant de tester différentes choses en termes d'engagement. Et donc tu peux lancer des A/B tests aussi par rapport à la saisonnalité. Donc voilà, il faut que ça fasse partie de la réflexion globale de la stratégie pour pouvoir aller chercher encore plus de performance, sachant que à ces niveaux-là, souvent même 1% de performance de plus sur une ouverture ou quelques pourcentages de plus sur l'ouverture, ça peut amener à des résultats qui sont conséquents à la fin, quoi. Donc Oui, c'est vraiment pertinent. c'est bien que tu le rappelles, ouais, c'est sûr. Ok, parce qu'encore une fois, comme tu dis, gagner 2% d'ouverture sur une base email de 30 000 par rapport à une base de 3 000, ça fait toute la différence en termes de chiffre d'affaires. D'où le fait qu'il faut Bien commencer sûr, c'est généralement se faire accompagner ou avoir un spécialiste en interne qui le fait et qui bien passe son sûr. temps à réfléchir à ça. Ok, ben pour moi c'est bon pour ce sujet-là, à moins que tu voulais rajouter d'autres trucs sur, encore une fois, la stratégie ou les essentiels pour une marque qui fait plus d'1 million, avant que je passe aux questions suivantes. Ouais, je pense que, bah, je sais pas si après tu veux encore aller plus loin par rapport au million, parce qu'évidemment, un million, c'est un certain palier. Après, si jamais tu as une marque qui veut aller taper les 10, 20, 30 millions, bah, évidemment, là, tu rentres dans des sujets qui sont encore plus poussés. Et en fait, tout ce qu'on vient de parler là, ça se complexifie encore plus. Et là, c'est là où l'intégration maintenant des outils d'intelligence artificielle commence à être intéressant. Donc, il y a plusieurs formats aujourd'hui qui commencent à se développer là-dessus. Mais notamment, par exemple, Klaviyo propose un format de donc basé sur l'intelligence artificielle qui va prédire en fait quand est-ce qu'un utilisateur va pouvoir être amené à repasser commande prochainement, parce que il y a tellement de data qui est générée sur l'outil que il va analyser et avec l'algorithme qu'ils ont mis en place, ils vont dire bah tiens tel utilisateur il serait à peu près prêt à repasser commande à tel moment, et donc les emails vont partir à ce moment-là. Mais oui, Et voilà. Et donc ça, c'est des sujets qui commencent à devenir de plus en plus importants sur des marques qui sont encore plus avancées, on va dire. d'accord. Donc aller plus loin dans l'intelligence artificielle et tout ce qui est automatisation et scénarios qui peuvent être plus poussés. Mm. Ok, donc moi j'avais d'autres questions pour continuer dans ce podcast qui est vraiment hyper intéressant. C'était le sujet de la personnalisation qui sera toujours un enjeu dans l'email marketing parce que les gens veulent toujours se sentir plus valorisés et qu'on leur parle à eux, sachant qu'ils savent que maintenant enfin, que les marketeurs utilisent leurs données. Euh, Ouais. Fut un temps où on pensait que la personnalisation, c'était juste appeler le client par son prénom, mais bon, ça, tout le monde sait très bien que c'est plus vraiment la personnalisation. Donc, qu'est-ce que toi, tu recommandes enfin, recommandes conseils, qu'est-ce que tu vois habituellement pour personnaliser un peu mieux tes emails? Est-ce que tu as des quick tips, des quick wins, des bonnes pratiques qu'on peut facilement utiliser pour plus facilement personnaliser ces emails marketing? Ouais. Bah écoute, on en a déjà un petit peu parlé parce que ça se rejoint avec certains points qu'on a abordés plus tôt. Pour moi, aujourd'hui, vraiment une stratégie de personnalisation, ça fait partie des enjeux évidemment aujourd'hui de la communication, c'est personnaliser les choses au maximum. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir de la data pour pouvoir personnaliser. Donc concrètement, si tu as un site que tu prends un mail et que tu prends rien d'autre comme information, bah, tu vas pouvoir personnaliser, mais de manière très light, sur voilà des bases clients non clients, tes clients ou pas, et dans ce cas on va faire ci. Donc ça peut se faire, mais de manière très light. Par contre, si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, encore une fois, la prise de data, c'est très important. Ok. Ça peut se faire à la fois sur le site. Donc sur le site, tu peux avoir des formulaires. Tu peux avoir, il y a pas mal nous, on a pas mal de marques qu'on accompagne qui ont genre des diagnostics sur leur site. Donc diagnostic de bien-être, diagnostic de peau, diagnostic des cheveux, diagnostic voilà. Et ça c'est un format qui est très intéressant parce que tu prends beaucoup d'informations sur la personne et après tu fais remonter cette information dans Klaviyo, et à partir de là, nous on peut choisir bah, selon la thématique, selon la problématique, selon la spécificité de la personne, on va pouvoir faire telle et telle communication. Euh, donc, euh, donc ça, effectivement, c'est très important. Euh, la prise de data, ça peut se faire donc sur des diagnostics, mais ça peut se faire aussi sur des pop-up où une fois que tu as mis ton mail, on peut te mettre en plus un petit formulaire ensuite en deuxième partie du pop-up, en disant tiens, dis-nous qui t'intéresse chez nous, et tu mets, tu vois, quatre options en fait, tu crées des profils spécifiques, et tu laisses la personne en fait te donner un petit peu les données par rapport à ça. Donc la prise de la data, c'est un sujet qui est très important pour pouvoir bien personnaliser tes emails. Bien segmenter ta base, évidemment. Une fois que tu as la data,
bah là c'est un enjeu de créer des segments qui vont être pertinents, qui vont être cohérents. Et donc à partir de là, ça c'est un peu un jeu voilà de trouver tes segments et de les cibler au maximum. Euh, et puis après, c'est une question de... Alors après, il y a la partie éditoriale. Quand tu crées ta stratégie éditoriale, bah, c'est la pensée à un niveau justement où d'intégrer la segmentation dans la thématique. Donc si tu te dis, je veux faire Noël, ok, bah, on va faire une campagne Noël, très bien. Mais si tu te dis, bah, je vais faire Noël pour nos clients et je vais faire Noël pour les non-clients, je vais faire Noël pour les VIP qui, eux, ont déjà passé de commande chez nous plus de 3 fois, et faire des offres un peu spécifiques à chaque fois. Bah, encore une fois, tu rentres dans un niveau qui va être beaucoup plus avancé du coup, qui demande plus de travail, mais qui permet de toucher les gens de manière beaucoup plus précise, parce que dans ta stratégie éditoriale, tu intègres cette notion de segmentation et donc qui apporte de la personnalisation. J'ai compris. Euh, voilà. Donc ça c'est un peu les points principaux. Après, il y a des petites touches que tu peux mettre en mettant les prénoms dans les emails, en disant salut Danilo. Ça, c'est des petites touches comme ça. C'est capter tu vois, les dates d'anniversaire et pouvoir relancer les gens durant les anniversaires et ça montre et faire un petit cadeau. Des petites touches comme ça où tu montres vraiment que tu es proche de ta communauté. Ça peut aussi apporter beaucoup de valeur. Ok, c'est très clair pour moi. Bah, écoute, je te propose de passer à l'autre sujet, plus la partie créa. Donc là, ça va dépendre de comment est-ce qu'on va pouvoir bien l'aborder et bien en parler dans un podcast, que c'est jamais facile de le montrer, d'en parler à l'audio. Mais si on prend la conception des emails et le copywriting, prenons dans un premier temps les éléments de design. Ben, c'est quoi pour toi les éléments de design qui doivent être inclus dans les emails pour maximiser l'engagement? Donc, ça peut être des visuels, des GIFs, des vidéos. Combien il en faut? Tu vois, c'est un peu ça que j'ai en tête. C'est à quoi doit ressembler un bon mail pour un e-commerce. Alors, ça, c'est un sujet moi, j'adore ce sujet et c'est un peu ça qui m'a à la base attiré justement vers le sujet de l'emailing. C'était la partie plus créative parce que ça, je trouvais ça cool d'analyser des emails et voir voilà, un joli mail versus un mail un peu moche. Euh, je tiens à distinguer deux choses, c'est que il y a performance et visuel. C'est pas toujours lié. Donc, tu peux faire des emails plain text, sans visuel, sans rien, qui vont cartonner parce que ça va droit au but, parce que la personne lit le mail comme si elle lisait le mail de quelqu'un qu'elle connaissait. Donc en fait, il y a des formats de mail ce que je veux dire par là, c'est que plus de visuels, plus de joli, plus de tout ça, ne veut pas forcément dire plus de performance. Ok, Donc ça, c'est le petit point là-dessus quand même, avant de rentrer dans les détails de, c'est de, bien de dit. tout ça. C'est bien dit parce que moi, dans ma tête, je me suis toujours dit justement, je vois beaucoup de mails d'e-commerçants avec des visuels, donc c'est la norme. Donc ça veut dire qu'il faut, ouais, ça veut dire qu'il faut des visuels dans les emails. Ouais, c'est la norme parce que il y a un enjeu aussi de marque et de représentation de la marque qui est très important. Donc l'email c'est un moyen de communication qui met en avant la marque et donc forcément toutes les marques ont envie, ont besoin que ce soit représentatif de qui ils sont. Donc à partir de là les visuels sont très importants. Euh, mais euh, mais voilà, après c'est un mix à avoir et je te dis pas que c'est du 50-50, hein. Nous les mails qu'on fait quand on fait du plain text, c'est un mail dans le mois max. Mais c'est de temps en temps un petit mail en plain text, ça peut aussi très bien faire le boulot. Donc si tu as une marque qui a pas d'enjeu particulier de branding avancé, on va dire, voilà, le plain text ça peut être aussi un sujet. Maintenant, effectivement, nous quand on travaille nos emails, on veut toujours les travailler pour qu'ils soient jolis, pour qu'ils soient impactants et qui amènent de l'engagement. Donc faire un mail joli, ça veut tout et rien dire. Et encore une fois, c'est pas ça qui va t'amener que de la performance. Bien sûr. Donc pour moi, concrètement, un mail efficace, c'est un mail qui est clair, qui est aéré, dans lequel l'information est mise en avant de manière évidente. Il ne faut pas aller chercher, creuser, scroller absolument pour trouver le sujet qui est adressé dans le mail. Il faut savoir que l'attention des gens est quand même limitée. Quand tu lis un mail, bah, on est tous victimes de ça, je pense, mais on lit un peu en diagonale. On va pas forcément lire ligne par ligne tout ce qui se passe de haut en bas. Donc c'est important de permettre à la personne de lire ton mail en diagonale et de capter l'information très rapidement. Donc il faut que l'information soit mise en avant, il faut que le mail soit aéré pour que visuellement il n'y ait pas de blocage à ce que tu prennes action. Ça Ok. c'est un premier point. Deuxième point, c'est important de varier un peu les structures de tes emails, pas faire toujours la même chose et en fait que le client et l'abonné, au bout d'un moment, bah, en fait, il a enregistré le mail, il a enregistré le format et c'est toujours la même chose. Donc en fait, limite, il lit plus, il voit que le format
et il est bloqué par rapport à ça. Donc c'est varier les emails et varier le contenu, c'est toujours important. D'accord. Euh, En termes de GIF, je trouve que c'est très bien de dynamiser les emails. Alors, faut faire attention à pas, le format vidéo n'est pas accepté sur les emails, donc on n'a pas de vidéo à proprement parler. Par contre, on peut faire des GIFs, mais attention aux GIFs parce que c'est des fichiers qui sont très lourds. Et quand tu as un mail qui est trop lourd, après, le mail peut ne pas être délivré de la bonne manière. Donc, il peut être ce qu'on appelle clippé, enfin, en tout cas, c'est le terme anglais, où en gros, le mail, il apparaît à 50%, 80%, mais la suite n'apparaît plus parce que le mail n'est pas passé, en gros. Donc, il faut faire attention à pas que ton mail soit trop lourd, sinon ça va impacter la délivrabilité. Mais un bon GIF, bien calé, qui met bien en avant le produit, qui crée un univers. Là, notamment, on est sur Noël, on est sur la fin d'année, on est sur l'hiver. Tu vas avoir des emails passés avec de la neige qui va tomber, Oui. avec le produit qui est mis en avant, avec le texte qui est peut-être un peu animé. Ça c'est super. Il faut pas en abuser, selon moi. En faire un peu, c'est très bien. En faire beaucoup, ça peut être un problème. Donc avoir un bon équilibre là-dessus. Donc voilà, moi concrètement, si je devais résumer ça rapidement, ce serait un GIF simple mais sympa qui crée un univers, crée un environnement, un message fort qui est clairement mis en avant, un call to action qui est bien présent, qu'on voit bien, qui est aéré par rapport au texte, pas que tout soit condensé. Et puis après, dans les sections du dessous, c'est aller plus loin par rapport au message, approfondir un petit peu le sujet, que ce soit un mix entre texte et visuel. Ça, c'est toujours bien, je trouve. Moi, je suis pas fan des marques qui font que du visuel sur tout le mail, Oui, ça de c'est A vrai. à Z. Non, ça j'aime pas. Mais après, il y a Voilà. des choses dans prêt-à-porter qui le font parce que ça fait partie du jeu, on est dans l'aspirationnel, donc évidemment on a beaucoup de visuels, mais c'est vrai que des images dans le mail, je trouve pas que c'est le plus efficace pour la majeure partie des e-commerçants. Ouais. Surtout qu'après, là, encore une fois, d'un point de vue expérience, si jamais l'utilisateur a une mauvaise connexion Internet, Ouais, le c'est bon. mail va pas se charger. En fait, nous, la règle, c'est si jamais il y a un problème d'Internet, il faut que le mail puisse quand même, l'essentiel du mail puisse quand même apparaître. Donc ça veut dire avoir un mix entre visuel et plain text, enfin et texte sur le mail, avec un call to action qui est idéalement pas une image, mais un call to action dédié par rapport au builder Klaviyo, notamment. Voilà. Et si tu arrives à garder les choses comme ça, tu auras un mail qui va être performant. Ok. En tout cas, c'est très clair de ton côté. Et du coup, je vais te demander, est-ce que, soit sur ton site, ou est-ce qu'il y a est-ce que toi, sur ton site, tu as des exemples de mails, des exemples de design de mails que vous avez déjà produits pour qu'on puisse déjà se faire une idée de à quoi ressemblent ces mails-là? Ça pourrait être intéressant. Ou est-ce que directement, tu n'as pas de démarque à conseiller qu'on pourrait suivre pour voir à quoi ressemblent leurs emails marketing si tu considères qu'ils respectent les bonnes pratiques que tu as données? Parce que je trouve ça hyper intéressant. Mais comme tu sais, moi, je suis quelqu'un de très visuel. Comme vous savez, je suis plutôt quelqu'un de très visuel. Donc, j'aime bien aussi pouvoir donner la possibilité de se retrouver et de voir des visuels. Ouais, bien sûr. Nous, sur notre site, on a une section de nos visuels Ok. qui apparaît sur le site. Donc, sur le site imelio.fr, tu peux voir un peu un récap de Ah, ce qu'on a fait. Alors, j'ai pas actualisé ça récemment, mais il faudrait que je l'actualise d'ailleurs. Mais il y a une bonne dizaine, voire une vingtaine de mails qu'on a créés ouais, je pour vois. diverses marques. Ah, c'est marrant, vous avez Euh, Tilio. Je les connais, c'est les CBD. on a qui, pardon? J'ai vu Tilio, c'est le CBD. Ouais, C'est pas mal ça. on a Et Tilio, Diego, c'est basé sur le podcast. Ouais, c'est intéressant. Bah, il y a quelques marques intéressantes, donc franchement, c'est cool d'aller voir. Et c'est vrai que ouais. c'est bien fait comme ça, tu vois le mail qui défile. J'ai pas pensé à te poser la question au début, mais c'est pas mal pour illustrer ce que tu as dit. Ouais, malheureusement sur le site, c'est difficile de mettre les mails qui contiennent des gifs Ouais, parce que pour télécharger, c'est pas simple. Mais donc là, les emails sont fixes, on va dire. Mais voilà, ça donne déjà une idée. Après, il faut faire de la veille. Mais bah, ouais, encore une fois, moi, je fais pas mal de veille sur les marques américaines notamment. Il y a des marques comme j'aime bien Allbirds, une marque de chaussures. Ils ont des emails qui sont hyper clean, hyper hyper sympas. En France, j'aime bien suivre des marques comme Salomon, une marque outdoors qui est très en hiver, très montagne, avec souvent des très beaux visuels, avec des call to action qui sont très clairs. Donc, moi, il y a pas mal de marques comme ça que je suis et qui permettent après d'alimenter aussi une réflexion, d'alimenter voilà, c'est une veille créative qui est, je trouve, importante et que nous on fait de manière générale. On a processisé en interne chez Emelio pour être sûr qu'on reste
au top de la tendance et de ce qui se fait et qu'on pousse aussi, nous, nos propres créas au maximum de ce qu'on peut faire, quoi. Ok, super. Merci beaucoup pour les infos. Maintenant, je vais peut-être bien passer sur la partie plus rédactionnelle, copywriting. Au niveau des objets d'email, est-ce que tu as des conseils pour écrire justement des objets d'email qui sont accrocheurs pour augmenter ces taux d'ouverture? Et puis après, on passera au corps de l'email et de comment tu peux l'optimiser au niveau copywriting pour améliorer le moment où les gens vont cliquer sur le call to action. Mm. Oui, par rapport aux objets, ça va vraiment dépendre de l'industrie, du positionnement de la marque. Donc c'est très compliqué de donner un Oui, sujet spécifique par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, c'est que il faut pas que l'objet soit trop long, parce que si l'objet est long, on va pas pouvoir le lire correctement, ça va pas être très clair. Donc l'idéal, c'est d'avoir des objets qu'on peut lire en fait dans l'intégralité sur le téléphone. Donc ça, c'est l'idéal. Après, évidemment, c'est du cas par cas et ça dépend des newsletters. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, si jamais il y a des doutes là-dessus, il faut toujours faire de l'A/B test, A/B tester différents formats, voir ce qui fonctionne le mieux. C'est beaucoup du test and learn pour les objets de mail. Du moment que tu fais quelque chose de court, d'impactant, qui va droit au but et qui aussi, moi, quand je réfléchis à ce sujet, je réfléchis de manière un peu plus 360. Donc, il y a un objet, il y a un preview. Donc, tu vois ton objet de mail. En dessous, tu as un petit texte supplémentaire. Et moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille chez Emilio, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une continuité dans le message. Donc, en fait, il faut que l'objet, le preview, et que tu arrives sur le mail et que le première chose que tu vas voir sur le mail, donc souvent c'est un visuel peut-être avec du texte ou un titre sur le mail, il faut qu'il y ait une fluidité dans l'information, que c'est comme si tu ouvrais une porte, une deuxième porte, une troisième porte, et qu'à chaque fois la porte, elle t'amène quelque oui, part et qu'il y ait une vraie direction. La chose à ne pas faire, c'est de créer un objet qui dit quelque chose, un preview qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire, et tu arrives sur le mail et il y a encore une autre information. Et là, c'était complètement perdu et t'as pas pris, en gros, t'as pas pris la main de l'abonné pour l'amener vers le call to action. 100% Euh, d'accord. Mm. voilà, donc c'est plus dans ce sens-là que moi je donnerais des conseils là-dessus. Après, par rapport au wording, par rapport à tout ça, tu as des marques qui mettent des emojis, d'autres qui n'en mettent pas. Ça c'est vraiment propre à la marque et il faut A/B tester quoi. Il faut A/B tester par rapport à ce que vous souhaitez obtenir comme résultat. D'accord, merci beaucoup, c'est très clair, mais tu as raison, il n'y a pas vraiment de guideline générale sur qu'est-ce qu'il faut dire dans l'objet d'email, il faut que ce soit court, impactant. C'est un peu ce que j'attendais de toi là-dessus. Après, évidemment, plus c'est quelque chose de vendeur ou je sais pas, une nouveauté, évidemment qu'on va dire nouveauté, qu'on va dire offre à durée limitée, qu'on va dire le pourcentage de l'offre, ça me paraît logique de le dire quand c'est quelque chose qui est très direct. Après, comme tu dis, il Oui. faut une continuité entre l'objet de l'email et ce que tu racontes dès le départ. Et justement, à ce propos-là, dans le corps de l'email, euh, comme toujours, il y a des concepts de copywriting assez basiques sur la preuve sociale, les bénéfices vers ses fonctionnalités, la réassurance. Comment tu articules un peu tout ça dans ton corps d'email pour rendre ça engageant et que ça donne envie d'appuyer sur le bouton de taper sur le bouton de call to action. Ouais. Sur le corps de l'email, pour rester dans cette idée de continuité, pour moi, il y a la première partie du corps du mail qui doit être l'accroche. Donc, le premier paragraphe, c'est comment tu captes l'attention pour t'assurer que la personne va continuer à lire. Ensuite, tu arrives dans la partie plutôt approfondir le sujet. Donc, après l'accroche, tu approfondis ton sujet et tu expliques un petit peu les bénéfices ou t'es plus dans la partie plutôt description. Et ensuite, en troisième partie de corps de texte, c'est que là, tu amènes plutôt l'action. Et donc là, tu te focalises plutôt sur l'action que la personne doit prendre, qui doit après amener vers le call to action. Et si tu arrives à suivre, tu accroches, tu approfondis et tu présentes la solution et tu as un call to action qui est très clair, là, tu as un mail qui va être hyper efficace parce que la personne, elle va se faire... voilà, c'est comme si tu lui prenais la main, tu l'amenais vers le call to action, et voilà, il faut cliquer Ouais. là pour telle et telle raison. Voilà. Et ça, c'est efficace. Tout ça, ça me fait penser aux structures de copywriting qui sont classiques, c'est AIDA et PAS, enfin PAS. Donc pour attention, intérêt, désir, action, classique, c'est un peu ce que tu m'as décrit. Ou alors problème, Mm. application, solution. Je suppose que c'est des choses que tes frameworks que toi tu utilises aussi pour tes clients en fonction de l'email que tu vas écrire. Oui, absolument. D'un point de vue copywriting, on reste sur des bases de copywriting assez classiques. Après, c'est adapté aux emails, évidemment. Donc, il faut revoir la longueur de ce que tu dis. Bon, clairement, il faut que ça reste dans un format email et que ça reste impactant. Ouais. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Ouais.
Ouais, parce que pour moi, un format d'email, surtout en e-commerce, c'est court. Enfin, moi, je vois même les exemples que tu as mis sur ton site. Peut-être t'as quoi, 300 mots, 300, je sais pas si on n'a pas des caractères. 300 mots, un truc comme ça. Caractère, hein. C'est pas, non, je pense que 300 caractères, ça me paraît très peu parce que c'est comme si c'était un peu plus qu'un tweet. Donc je dirais plutôt 300 mots. Mm. Et encore, je suis pas sûr, faut décompter, mais après c'est toi qui sais, je sais pas. Ouais, c'est clair que ça nous arrive d'écrire des newsletters qui sont assez longues. Il y a beaucoup de textes. Et ça, on le fait quand il y a un sujet, qu'il faut approfondir parce que la marque veut faire de la pédagogie, que, ils sont plus en train de travailler la relation client. Euh, mais, euh, mais dans la plupart des cas, avoir des emails plus courts et plus impactants avec des visuels et des call to action très clairs, ça fait la différence. Donc oui, nous, on est assez friand de mails courts, en tout cas d'un point de vue texte, que ce soit pas trop long, quoi. Ok, non, mais sur le coup, ça m'étonne pas. Mais tu as bien fait de le rappeler. Mm, Ok, bah écoute, moi je pense mm. qu'on a bien avancé là-dessus. J'ai encore deux questions à te poser pour terminer ce podcast qui est encore une fois hyper intéressant. La première, c'est comment est-ce que tu mesures tes efforts en email marketing? Donc concrètement, bah, c'est quoi tes indicateurs clés de performance, comme ceux qu'on pourrait en avoir en acquisition? Et si tu as des benchmarks sur les taux d'ouverture, les taux de clics, les taux de conversion, ça serait super pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Alors, en termes de KPIs, nous qu'on va traquer, bah je vais pas t'apprendre grand-chose, on va dire, parce que c'est assez classique. T'en as mentionné quelques-uns déjà. Évidemment, les taux d'ouverture, ça reste un sujet qui est important. Donc, on va évidemment traquer les taux d'ouverture. Ça a aussi un impact sur la délivrabilité, donc c'est un sujet qui est d'autant plus important que si jamais les gens n'ouvrent pas tes emails, bah, t'es plus susceptible de partir en spam et donc que les gens ne reçoivent plus tes emails du tout. Donc ça devient un problème. Donc, de manière générale, les taux d'ouverture, c'est un sujet qui va aussi conditionner la segmentation qu'on va utiliser et le type de gens qu'on va aller adresser. Donc ça, c'est un sujet important. En termes de benchmark, de manière générale, sur les KPIs, j'ai pas forcément envie de trop m'impliquer là-dedans parce que ça va beaucoup évoluer selon les industries, selon les tailles des bases, selon la typologie de la marque. Donc ça, c'est pas forcément toujours pertinent de se mettre des benchmarks. Maintenant, évidemment, il faut quand même avoir un peu son garde-fou à côté et se dire est-ce qu'on est dans les zones ou pas. Pour les taux d'ouverture, de manière générale, quand tu es en dessous de 20%, c'est qu'il y a un problème. Donc en dessous de 20%, il faut faire très attention parce que là, tu vas commencer à te faire embêter et très certainement, si tu continues à faire des emails en dessous de 20% de taux d'ouverture, tu finiras largement dans les spams par la suite. Entre 20 et 30%, c'est correct, mais c'est perfectible. Nous, on aime bien être aux alentours des 30%, entre 30, 30, entre 30 et 40%. Moi, Ouais, c'est une zone dans laquelle je suis très à l'aise parce que le taux d'ouverture, si tu veux, c'est pas. Nous, il y a des marques qui me disent ouais, il faut qu'on fasse 50% de taux d'ouverture, machin. Et en fait, là, il faut comprendre que le taux d'ouverture, c'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est pas que les gens que tu aies des taux élevés. L'objectif, c'est que tu aies un nombre en valeur absolue qui soit élevé. Donc, c'est t'es des gens qui ouvrent tes emails et qui aillent convertir. Donc, pour nous, l'objectif quand on travaille nos segments et les taux notamment qu'on va les suivre, c'est est-ce qu'on est efficace dans la segmentation qu'on est en train de mettre en avant? Est-ce que ça nous permet d'aller capter le plus de valeur possible par rapport à l'objectif qu'on veut mettre en place? Donc, si tu as un taux d'ouverture à 50%, mais que tu as envoyé un mail à que 20% de ta base, alors que tu as une super offre, bah, peut-être que ça vaudrait plus la peine d'aller envoyer le mail à plus de personnes, avoir un taux à 25-30%, mais oui, d'avoir ciblé des milliers de personnes en plus et avoir des milliers de gens qui ont cliqué sur ton mail en plus. ok. Donc, C'est donc voilà. important. Donc ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup, qui donne pas mal d'anxiété et de stress sur certaines marques par rapport à ça. Dès lors que tu es dans une zone confortable aux alentours des 30%, et ben, tu peux te permettre de faire pas mal de choses sur les segmentations et c'est globalement voilà, c'est un bon benchmark, j'ai envie de dire. Une autre question là qui me vient en tête, pour pas que j'oublie, le taux de désabonnement, je sais que c'est aussi quelque chose qu'on peut regarder un tout petit peu. Je sais qu'au-delà Mm. de 1,5% ou 1%, là c'est très très mauvais. Ça veut dire que si tu as 1% de ta base qui s'en va à chaque fois, c'est dangereux. C'est quoi un peu la limite que tu donnes? Est-ce que c'est un truc que tu regardes régulièrement, toutes les semaines, tous les mois, sur lesquels on t'accompagne? Ouais, ouais, bien sûr. Les taux de désabonnement, les taux de spam, c'est des sujets qu'on regarde. Donc le taux de désabonnement, nous, ce qu'on regarde, c'est évidemment que il faut au-dessus de 1%, c'est qu'il y a un problème. Donc si jamais, enfin, soit c'est un problème,
soit c'est parce que tu es en train de réengager une base qui n'a pas été engagée depuis un certain temps, et donc et ça explique la raison du désabonnement, parce que tu as fait un mail très poussif sur une base très large, ou que tu es en plein Black Friday et donc il y a des taux de désabonnement qui sont plus élevés. Ça peut s'expliquer. Mais de manière générale, tu as raison, au-dessus d'1%, c'est potentiellement un red flag, il faut faire très attention. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'aux alentours de 0,5%, c'est assez OK. Quand tu es à 0,5%, c'est assez sain même. T'as une base voilà, qui vit, qui se désabonne, c'est normal. Donc j'ai envie de dire, voilà, 0,5%, moi, c'est un taux qui me convient bien. Quand tu commences à être à 0,8, 0,9, bah, il faut commencer à faire attention un petit peu. 1%, c'est un peu la limite qu'on se met par rapport à ça. Et évidemment, si tu en dessous de 0,5%, bah, c'est que tu as une base qui est très saine et que tout se passe bien. Donc ça, c'est aussi un bon indicateur. Mais avoir 0% de taux de désabonnement, c'est pas forcément une bonne chose en soi. Ça veut pas forcément dire que c'est mieux qu'avoir 0,3. Donc voilà, le désabonnement, c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais il faut pas non plus en faire un sujet. Dès lors que tu as une stratégie qui est propre et qui est cohérente, c'est très peu probable que tu aies des taux de désabonnement qui soient très élevés. Mais oui, parce qu'après, derrière, il y a d'autres indicateurs plus importants, comme je suppose tu vas citer le chiffre d'affaires que tu as généré par mail ou par mois. Pour voir, ben voilà, est-ce que tu es bon, est-ce que tu pas bon. Donc, je C'est suppose que ça. c'est aussi que tu regardes. Oui, oui, nous sur des stratégies où on sait qu'on pousse et on est bon, qu'on a un bon rythme, que on n'est pas trop timide, mais qu'on n'est pas non plus trop agressif et qu'on est vraiment sur un bon équilibre, voir des taux de désabonnement à 0,4, 0,5%, c'est la normalité, quoi. Ok, d'accord. Le taux de clic, c'est aussi un point important. Donc, voilà, vous le mesurez, c'est normal. Pareil, niveau benchmark, est-ce qu'il y a quelque chose à- allez, quelque chose, une limite ou une tranche intéressante là-dessus, à savoir? Oui, bah effectivement, le taux de clic, sujet important. Moi, personnellement, j'aime moins le taux de clic que le taux je sais pas comment on dit en français, le CTR, le click-through rate en anglais. En gros, c'est la distinction, c'est le taux de clic, il est calculé par rapport au nombre de gens qui ont cliqué, par rapport au nombre de gens qui ont reçu le mail. Ça, ce sera Hmm, ton taux de clic. Donc pour ça, le benchmark, il est à peu près aux alentours, enfin le benchmark, c'est pas un benchmark, mais la zone où nous on aimerait bien être, c'est à peu près à 1%, au-dessus de 1%. oui, Euh, comme une pub, finalement. voilà, au-dessus d'1%, voilà, tu dis, bah, ok, ça se passe bien. Si jamais tu as des taux de clics qui sont à 0, 2%, évidemment, c'est problématique. Euh, mais le click-through rate, donc c'est en fait, c'est le taux de clic par rapport au nombre de gens qui ont ouvert ton mail. C'est mieux. Donc là, ça donne une meilleure appréciation de la qualité de ton mail, concrètement. Parce que les gens l'ont vu, en fait. Et là, effectivement, on aime bien être aux alentours autour au-dessus, pardon, de 3%, 3-4% de taux de click-through rate. C'est que là, tu es dans une zone qui commence à être bien, quoi. Mais D'accord. ça varie tellement selon les industries, que tu sois en prêt-à-porter ou c'est dans l'industrie du bien-être, tu peux avoir des taux qui vont complètement être différents. Et donc, c'est important de regarder ça par industrie. Klaviyo, ils ont un benchmark qui mettent en avant très clairement sur l'outil, où en fait ils te comparent avec un pool de marques qui est dans ton industrie. Donc ils vont dire, bah tiens, toi tu as telle marque, on estime que tu es similaire à telle et telle marque, et donc on va créer un benchmark avec plusieurs dizaines de marques, Ça, c'est génial. et à la fin, toi tu reçois un taux, et tu peux te comparer par rapport à ce qui est fait sur le marché. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est un indicateur, ouais, c'est toujours intéressant. Je pense pas qu'il faille non plus, faut faire attention à pas non plus rester bloqué là-dessus, parce que tu sais pas concrètement, tu sais pas qui est dans le benchmark, et donc ça peut, selon la typologie de produit que tu vends, ça peut être pas forcément très pertinent, mais c'est un indicateur qui est intéressant à suivre et que nous on regarde évidemment aussi. Ok, ça marche. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire, enfin d'autres indicateurs à nous donner, d'autres, ouais, certains que tu regardes aussi. Oui, bah Ouais. oui, les taux de conversion, évidemment, c'est des taux qu'on regarde aussi, effectivement, pour être sûr que bah, les emails convertissent et qu'on arrive à atteindre des objectifs. Ouais. Là, pareil, en termes de taux, j'ai pas, enfin, au début, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de benchmark. En fait, je t'en ai donné quand même à chaque fois, donc il y en a quand même un petit peu des benchmarks. Mais un taux de conversion, on va dire, alors les taux de conversion globalement sont assez faibles, hein, parce que on est quand même sur des emails où on shoot parfois des mails à des dizaines de milliers de personnes. Tout le monde, évidemment, va pas convertir.
Donc, tu peux avoir des taux à 0,18% par exemple, 0,20%. Ça peut être des bons taux déjà de conversion selon le produit que tu vas vendre et la taille de la base. Ça dépend vraiment. Euh, Mm. voilà. Donc les taux de conversion, c'est des choses qu'on traque et on traque aussi l'évolution en fait de ces taux à travers le temps. Donc ça, c'est un sujet important. Les taux de spam, j'en ai parlé. L'autre chose qu'on traque aussi qui est important, c'est le taux de croissance de la liste pour être sûr qu'en fait, il y a continuellement des nouveaux abonnés qui rentrent, qui sont en basé. Parce que c'est important pour nous de régénérer les listes et pas que on ait toujours les mêmes personnes dedans. Parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu communiques régulièrement, à un moment donné, ça s'essouffle forcément. Et donc, c'est important qu'il y ait aussi des nouveaux abonnés qui rentrent. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on traque aussi de manière générale, quoi. Ouais, super clair. Bah, franchement, hyper intéressant. Et c'est vrai que les taux de conversion, comme tu dis, il n'y a pas vraiment de benchmark. Je pense que le vrai benchmark, c'est le sien, quoi. C'est où est-ce que j'en suis sur mon site, où est-ce que j'en suis sur mes emails marketing d'habitude, et c'est quoi le taux de conversion de Mm. cet email-là par rapport à d'autres ou par rapport à d'autres emails que j'ai envoyés pour le même produit. Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder les choses et pas regarder ce que fait la concurrence là-dessus. Après, je pense que le taux d'ouverture, Oui, le taux de clic, c'est un peu différent. Je pense qu'on peut un peu plus se comparer. Écoute, j'ai oui. terminé ce podcast, si tu veux bien, avec une dernière question importante sur peut-être les tendances de fond que toi, tu observes sur l'email marketing, qui reviennent de plus en plus souvent. Et bah, sur question, est-ce que l'IA vient aussi chambouler votre métier, comme c'est le cas pour nous en tant que agence d'acquisition, où l'IA voilà, vient nous dire, bah, maintenant, on peut faire des visuels pour vous, on peut gérer vos campagnes à votre place. Donc, est-ce que toi, tu observes la même chose chez toi, avec Egio et les autres outils que tu utilises? Oui. Bah, écoute, complètement. C'est un sujet qui est évidemment qui est très intéressant, qui est le sujet du présent aujourd'hui, hein, même dès aujourd'hui, on est dedans. Dans l'email qui va être de plus en plus présent, je pense, sur les prochaines années. En termes de tendance aujourd'hui, je pense que la tendance principale, c'est plutôt une tendance qui va vers plutôt plus de data, toujours plus de data sur ce qu'on fait, analyser ce qu'on fait, quantifier les choses et utiliser la data pour animer les stratégies. Donc typiquement avant, c'était plutôt des stratégies qu'on mettait en place par rapport à des best practices qu'on connaissait et on mettait en place les choses par rapport à, voilà, ce qu'on avait appris et ce qu'on sait qui fonctionnait. Aujourd'hui, la tendance va plus dans l'analyse de ce qu'on fait par rapport aux chiffres qui ressortent et qui sont maintenant les outils maintenant sont de plus en plus complexes par rapport à ça et permettent d'être plus précis. Donc j'ai envie de dire la tendance c'est plutôt la data first en termes de stratégie. Ok, On a déjà parlé de la personnalisation, donc ça c'est un sujet qui revient et chaque année, ouais. qui sera toujours là de toute façon, mais qui prend toujours de plus en plus d'importance parce que plus ta data, plus tu peux être personnalisé et donc plus tu peux être précis dans ce que tu fais. Donc ça c'est clairement des sujets aujourd'hui qui sont d'actualité. Euh, par rapport à la question sur l'IA, alors nous aujourd'hui c'est clairement aujourd'hui ça arrive, on le voit arriver. Si tu veux, c'est dans la partie newsletter, il y a une composante créative qui est quand même assez poussée, voire même très poussée sur le copywriting, sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, les outils IA, en tout cas moi de mon expérience pour avoir testé plusieurs fois, aujourd'hui ne remplacent pas une personne qui est créa sur des emails parce que on peut aller beaucoup plus précisément justement dans l'écriture des choses et donc aujourd'hui il y a pas encore de solutions qui vont remplacer en fait les personnes qui créent les emails. Même si très, très certainement que ça arrivera peut-être à un moment donné, donc ça faudra suivre un peu l'évolution de ça. Mais demander à ChatGPT de te faire tes emails aujourd'hui, c'est très limité. Nous, enfin moi j'ai testé juste pour voir un peu ce que ça donnait, avec des prompts très avancés, essayer de faire des choses hyper clean, etc. Et aujourd'hui, le constat c'est qu'on arrive toujours nous humains à faire encore mieux que ce que nous propose l'IA sur ce sujet. Euh, parce que dans un mail, il y a quand même pas mal d'éléments et qu'il y a des éléments de brand de marque qui sont très forts. Euh, Par contre, là où l'IA est aujourd'hui déjà là et qu'elle va prendre de plus en plus d'importance dans notre domaine, c'est plus sur l'analyse des segments. Donc, on a parlé de segments tout à l'heure. Aujourd'hui, tu as des outils qui sont en train d'arriver, qui vont en fait automatiquement analyser ton audience, qui va te dire, tiens, lui ou elle souhaiterait plutôt avoir tel produit, et qui va en fait te créer des segments beaucoup plus poussés parce que C'est ça. voilà, parce qu'il y a une analyse de data qui est très, très avancée avec des outils très intelligents qui analysent tout ça, quoi. S'ils te produisent des segments, c'est génial, parce qu'ils peuvent te suggérer des nouveaux segments à produire. Et comme tu disais tout à l'heure, Ouais. si en plus de ça, ils peuvent commencer à pousser un certain mail au bon moment, donc le timing selon la fréquence d'achat du client, génial. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs vraiment intéressants, mais comme tu dis, actuellement,
tu peux pas demander à une IA de rédiger ton mail, heureusement. Enfin, même si Non, ça peut t'aider, évidemment, hein, ça peut t'aider comme ça peut t'aider pour rédiger une publicité, mais ça fait pas encore. Enfin, niveau créa, on dit tous la même chose. C'est bien, c'est une bonne aide, c'est un bon assistant, mais ça ne nous remplace pas. c'est un- non. Hmm. Par contre, là où nous, aujourd'hui, on a des outils qui commencent à arriver, qui vont potentiellement remplacer une partie de ce qu'on fait, en tout cas en termes d'exécution, c'est plutôt la partie commerciale des emails. Donc en fait, aujourd'hui, si tu veux, il y a un concept marketing. Nous, le marketing aujourd'hui tel qu'on le fait, c'est une approche qui est, en anglais, c'est one to many. Donc de un à plusieurs. Oui. Et ça, c'est la stratégie marketing aujourd'hui qui est pratiquée de manière générale. Et là, ces nouveaux outils vont nous permettre de faire des stratégies one-to-one, donc en gros de un à un, parce que l'outil, lui, va déterminer en fait quand est-ce que ce serait le bon moment de te réengager toi, Danilo, qui est venu sur tel site. Donc en fait, l'outil, il va capter ton profil, il va capter ton expérience d'achat et il va capter un petit peu ce que tu fais de manière générale, et il va pouvoir dire bah tiens, Danilo, il faudrait lui faire un petit mail de relance parce qu'on a vu que selon les habitudes qu'il prend, machin, selon évidemment des algorithmes très développés, ils vont pouvoir estimer que toi, tu es prêt à revenir sur le site très prochainement. Et donc là, l'outil lui-même va commencer déjà à créer les emails en se basant sur des templates évidemment qui sont déjà préconçus par nos soins ou par les marques et qui vont après pouvoir pousser les bons produits à la bonne personne au bon moment. Et ça, c'est des outils qui commencent à arriver, qui vont commencer à se développer de plus en plus. Alors, je pense pas aujourd'hui pour les petites marques qui se développent, voilà, mais pour des marques qui, comme on disait tout à l'heure, qui veulent aller sur du 10 millions, 20 millions, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça, c'est des outils qui vont être, je pense, très prisés et qui le sont déjà d'ailleurs, qui commencent à l'être. Ouais. Et cette approche marketing one-to-one va prendre de plus en plus d'ampleur. Et donc, du coup, ça va un peu redéfinir, nous, notre métier parce qu'on va devoir s'adapter à en fait à être plutôt des pilotes de ces outils pour pouvoir animer l'outil et s'assurer que qu'on cherche un maximum de valeur avec l'outil. Mais dans la partie prise de décision et exécution, c'est l'outil qui va prendre la main dessus, quoi. Donc, je pense que ça, c'est la nouvelle ère qui est en train de se dessiner sur la partie IA, en tout cas pour l'email. Et je pense que, enfin, ce n'est que le début et il y aura plein de choses qui vont se passer. Donc, Ouais. c'est assez passionnant en ce moment, ce qui se passe. Ouais, d'autant plus que ça arrive très vite, quoi. Je pense que ce que tu dis là maintenant, peut-être que dans 6 mois, on va commencer à dire, ouais, mais il y a un nouvel outil qui arrive sur le marché, il faut y aller, il faut le tester, ils ont lancé telle fonction. Exactement. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite. Enfin, tu parles de ça comme dans un futur, justement, qui pourrait paraître lointain, mais en fait, non, c'est dans 1 an, 2 ans, Non, peut-être. non, c'est déjà là. C'est déjà là, en Là, fait. pardon, mais je veux dire que de plus en plus de marques pourront l'adopter, quoi. Donc, Oui. voilà. Ok, bah c'est une bonne conclusion pour ce podcast, à moins que tu veux rajouter un dernier mot de la fin. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour tous ces conseils. Je trouve que c'était hyper intéressant. Enfin, j'ai appris plein de trucs et j'adore parler marketing avec d'autres experts. Non, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était trop cool. Super intéressant aussi d'en parler. Avec plaisir. Bah écoute, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi, si on veut bosser avec toi également, je te laisse vraiment la place pour parler de toi, de tes services et de ton agence. Ouais, bah écoute, moi pour me contacter, c'est assez simple. Sur LinkedIn, je suis assez actif et donc c'est un bon moyen pour aller me rentrer en contact et m'envoyer un petit message. Donc avec plaisir pour ça. Sinon, on a notre site internet aussi, emailio.fr, sur lequel vous pouvez prendre évidemment un petit rendez-vous pour qu'on puisse discuter de vos stratégies. Ça, c'est assez clairement, enfin voilà, un petit rendez-vous de 30 minutes pour faire un petit point sur la stratégie actuelle, telle que vous la voyez, vos enjeux. Ça, c'est des choses qu'on peut discuter et voir s'il y a matière à ce qu'on peut vous aider, vous accompagner. Nous, on accompagne différentes marques dans tout type de domaine, donc il y a pas, on n'est pas limité par rapport à ça. Euh, et on accompagne des marques à la fois sur l'accompagnement, je veux dire full service, donc on fait tout pour les marques de manière externalisée, ou alors on peut aussi faire de la mise en place de flow, on peut aussi travailler sur des projets plus ponctuels. Donc on D'accord, a ouais. différents types d'accompagnement qui peuvent voilà, satisfaire plusieurs types de demandes. Ok, bah écoute, merci, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Et peut-être question pour terminer, tu produis également du contenu sur LinkedIn ou sur une autre plateforme, si on veut te retrouver aussi. Enfin, si tu parles de LinkedIn, mais je sais pas si tu produis du contenu sur LinkedIn. Ouais, je produis tout petit peu de contenu sur LinkedIn. C'est prévu d'en faire un peu plus en 2024. Mais oui, oui, donc sur LinkedIn, je suis actif et même si si je publie pas forcément de contenu, au moins je suis présent
Et donc c'est un bon moyen pour rentrer en contact. Voilà, LinkedIn c'est une bonne plateforme. Ça marche. Bah, écoute, merci beaucoup encore une fois et je te dis à très bientôt. Salut Thibaut. Génial, merci à toi Daniel, salut.